Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de From Scratch. Si vous êtes présent sur LinkedIn, vous l'avez forcément vu passer, ou tout du moins à sa tête. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Ruben Tayeb. Salut Ruben. Salut Thibaut. Bienvenue dans mon studio et bienvenue pour cet épisode. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis sûr qu'on va avoir plein de choses à se dire. C'est sûr. Je te propose dans un premier temps, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore, eh bien de te présenter à eux, nos auditeurs, de me dire un peu qui tu es et d'où tu viens. Il y a des gens qui me connaissent pas. Merci pour l'invitation. Trop cool. Moi, je m'appelle Ruben Tayeb. Donc, j'ai grandi entre Paris, Toulouse et Newcastle. Okay. Et j'ai posé mes valises, j'ai fait mon lycée. Et puis, voilà, je travaillais dans le domaine un peu start-up. J'ai monté des boîtes qui n'ont pas trop grandement fonctionné. Je fais une grosse dépression. Okay. Et je crée du contenu aujourd'hui sur LinkedIn. Je suis marié. J'ai une petite fille de 18 mois qui est genre ma réussite de ouf, tu vois. Et ma femme qui est juste incroyable. Et puis j'ai une très belle famille. Et puis voilà. Génial. Bah, écoute, on va revenir un peu là-dessus et à tes envies entrepreneuriales. Ouais. Il me semble que tu es aussi passé par The Family. Ouais. Nous dire un peu comment tu as eu envie d'aller dans cet écosystème. Qu'est-ce qui t'a donné envie? Est-ce que c'était déjà jeune? Comment t'y es arrivé là-dessus? L'écosystème parisien entrepreneurial, donc tout ce qui touche de près ou de loin aux startups et à la tech, qui est un peu l'entrepreneuriat tech, hein, parce que à pas confondre. Tu sais, je découvre aujourd'hui tous les réseaux. Et en fait, mec, genre l'entrepreneuriat tech, c'est tout petit, tu vois. Ouais. Tu vois alors des experts comptables, mais c'est infiniment plus grand. Les avocats, c'est infiniment. C'est sûr. Les boulangers, mec. Ouais. En fait, il y a des trucs qu'on n'imagine même pas, mais c'est so huge. Je vais arrêter les anglicismes parce que ça fait vraiment vieux mec qui essaye de faire la Startup Nation. Mais comment je suis arrivé dedans? Mon premier pas, ça a été une soirée. Ouais, je crois que ça a été ça. Une soirée chez une pote, grosse soirée. Et cette nana me présente un mec qui s'appelait Jean-Christophe. D'accord. Et Jean-Christophe me parle de Pinterest. Je crois qu'on est en 2014. Ok. Donc tu vois, y a pas Instagram, enfin y a personne sur Instagram, enfin LinkedIn, j'en parle même pas, enfin on est vraiment tous sur Facebook. Hein. Et il me dit regarde Pinterest c'est sympa, et surtout regarde, y a un truc qui s'appelle The Family. Okay. J'ai fait une formation qui s'appelle Coup d'État, c'est cool. Je crois que la première fois que j'entends parler de ça c'est comme ça. Et il me file donc l'adresse de Startup Food, je crois. Okay. Donc la chaîne YouTube de The Family, je regarde les vidéos et puis en fait je mets un pied comme ça quoi. Génial. Et là c'est à ce moment-là déjà où tu te dis je peux potentiellement les rejoindre ou qu'est-ce que... Alors non, 2014 donc ça faisait 2 ans que j'avais passé mon bac. Ouais. Moi je suis de 92, j'ai passé Okay. mon bac à 20 ans parce que j'ai 2 ans de retard, un redoublement et un passage international donc à Newcastle. Et donc je fini 2012. 2012, je décide du coup de faire une fac. Première année de fac, je réussis pas. Je crois que j'avais pris un taf. Enfin, la fac, c'est quand t'es désorganisé, que t'es pas rigoureux, que t'as personne derrière pour te pousser. Parce que faut pas oublier que quand t'as 18-20 ans, enfin tes parents ils sont présents, ils ont intérêt à être présents. Moi ils y étaient pas, enfin mon père était pas cadré pas plus que ça, donc du coup j'ai un peu raté. Puis j'étais pas quelqu'un qui aimait particulièrement travailler. 2012 2013 2014, et donc j'arrive à cette soirée en 2014. Il me montre les vidéos, les trucs, etc. Et je commence à consommer dans l'année 2015. Je consomme. Attends, ta question c'était. C'est comment je suis rentré dedans? Ouais. Ok. Et en gros 2015, je décide tout simplement de regarder pendant les fêtes de Bayonne, avant, pendant et après toutes les vidéos de la chaîne. Ok. Plus. Mais attends, je dis non. Parce que chez Doolittle, j'étais déjà en train de regarder les vidéos. Ouais. Donc en fait, ouais, c'est ça. 2014, je commence déjà à regarder toutes les vidéos qui sont sur YouTube. Et 2015, je décide d'y aller en début 2015. Je fais 1 ou 2 conférences là-bas avec lui et je me rappellerai toujours que ce mec-là, Jean-Christophe, et moi,
il y avait un appel à projet de ce family en disant bah là vous travaillez ensemble et puis vous mettez ensemble et vous essayez de créer un projet. Et il y avait des gens qui avaient déjà créé des projets, etc. Donc on commence à se mettre ensemble. Et en fait, moi à ce moment-là, 2014-2015, j'étais en école de publicité. D'accord. À l'ESP, en première année de BTS communication. Et à la fin de cette année-là, donc tu vois, en parallèle, à la fois je vais dans des petits événements de family, mais un ou deux. Et de l'autre côté, bah j'ai mon école. Sauf que j'ai des mauvaises notes à l'école. Les examens se passent hyper bien. Genre, à la limite majeur de promo, tu vois. Je sais vraiment, genre, je crois que j'étais même majeur de promo. Enfin, c'était les bacs blancs, enfin le BTS blanc, quoi. Et ensuite, je vais voir Jean-Christophe et je lui dis, écoute, j'ai quitté l'école parce que ça me plaisait pas. En gros, je passe les détails, mais directeur pédagogique, il m'a dit, est-ce que t'as envie de monter ta boîte? Est-ce que tu veux rester monter ta boîte? Si je veux monter ta boîte, je me barre. Et j'avais fait un crédit de 20 000 euros. J'avais dépensé genre 15 000 euros. Il me restait 5 000 euros. Et la formation de The Family me pop dans la tête sur Facebook. Et je crois que c'est coup d'état, 5 000 euros, tu vois. Et JC, il me dit, je la prends. Et je dis, j'en ai. Allons-y. Vas-y, soit je fais ça. Ouais. Soit je lance un business. Les fêtes de Bayonne, je crois que c'est un peu plus tôt que juin, c'est en juin, je crois, mai, juin, un truc comme ça. Ouais, juillet, ouais, sur l'été, je sais pas exactement. Et juillet peut-être. Et bref, et du coup, je sais plus pourquoi, je dis bah laisse tomber, en fait, tu me passeras les vidéos vu que tout est enregistré en ligne. Et donc il me donne ses accès et j'ai accès à toutes les vidéos coup d'état en ligne. Okay. Donc en fait, toutes les vidéos coup d'état, je peux les consommer. Et c'est les vidéos qui après ont été publiées sur la chaîne, mais j'avais accès à tout. Mais tu sais, c'était des interviews de Louis Marty, de Merci Andy. C'était, tu sais, des interviews genre vraiment inside tous les entrepreneurs. C'était les toc 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 à l'époque. C'était un truc de livraison par Serge Allen. Enfin, un ponte de la tech. Enfin, c'était hallucinant. Et en fait, je regarde toutes ces vidéos pendant l'été. Et à la rentrée de 2015. Je décide de me lancer, tu vois. Et là, je suis pas encore chez The Family. Okay. Là, je lance une première boîte. Un an après, elle a marché. Puis en fait, je me suis fait niquer juridiquement. Et bah là, je me dis, bah, j'ai rien d'autre à faire que aller toquer chez The Family. Et donc là, on est en 2016, fin 2016, début 2017, je crois, quelque chose comme ça. Les dates sont approximatives parce que genre je me souviens trop pas, tu vois. Ouais, bah, je me doute. Il faut que je les écrive, faut que je me fasse un espèce de script où vraiment je retrace exactement les années. Puis tout est aussi un peu intermélangé parce que quand je débute là-bas, c'est que je pousse la porte, je dis est-ce qu'il y a du taf? Et Oussama, qui ne se souvient pas de ça, je crois, qui me dit va voir Side à l'étage, ils ont des missions, et donc je vais voir Side et ils me disent bah de temps en temps on publie des missions, et en fait quelques semaines après il y a une mission pour The Family et j'envoie un putain de mail, je peux le retrouver en mode j'ai fait ça, j'ai vu toutes leurs vidéos, j'ai monté la boîte, je connais tout. Et ils m'ont dit ok, on te place sur la mission, et là rentre 1 an et demi de The Femme de ménage. Ah ouais. Bah, je vidais les poubelles, je pliais les chaises, je passais le micro, j'étais sur les événements, je donnais à manger, tu vois, enfin, je servais à manger, j'accueillais les gens, j'étais là au week-end d'intégration avec les startups, j'étais là le soir pour les événements quand Harry partait puisque c'était lui l'homme de main de la journée, j'étais là pour toutes les soirées investisseurs entrepreneurs, j'étais là pour tous les events en fait. Donc j'étais un peu le mec, tu vois, une petite souris, invisible, vraiment. Et j'ai croisé tout le monde en fait. Tous ceux que tu vois un peu successful dans l'écosystème tech. En tout cas, il y en avait beaucoup qui soit sont venus, soit étaient là assez souvent. Ouais. Et puis après, j'ai fait une dépression. Okay. Enfin, c'est pas The Family, c'est que j'ai bossé et après j'ai arrêté complet. Ok. Alors, comment t'es arrivé aujourd'hui à faire ce que tu fais, donc créer du contenu avec des marques quel était le switch? Bah, je pense que l'histoire que je raconte un peu partout, quand je dis un peu partout, c'est que ça fait 5 ans, tu vois, donc c'est un peu toujours la même. Donc j'ai pas d'autre angle parce que c'est la vérité, donc je vais un peu l'expliquer de la même manière. Si les gens ont déjà écouté, tant pis pour eux. En gros, c'est assez simple. Je jouais beaucoup aux jeux vidéo.
Okay. J'adore les jeux vidéo. D'ailleurs, putain, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Si, j'ai téléchargé Warcraft Rumble sur téléphone. Mais je préfère jouer sur l'ordi. Tu sais, il y a une vraie immersion. C'est différent. Et j'ai toujours joué aux jeux vidéo et j'ai toujours géré des guildes et j'ai toujours géré des communautés, j'ai toujours créé du contenu pour ces communautés, j'ai toujours fait du Twitch, j'ai toujours aimé ça, tu vois. Même quand je faisais attention, spoiler. Même quand je faisais de la tectonique, j'avais un blog de mon groupe de tectonique, c'est moi qui faisais sur Photofiltre à l'époque. Les designs, les trucs, T'as toujours été engagé dans ce que tu faisais jusqu'au bout. Commu, design, com, market, j'ai toujours kiffé ça. Et quand LinkedIn est arrivé, je me suis dit c'est bien parce que c'est un endroit où j'avais déjà entendu parler de ça parce qu'il y avait des gens chez The Family qui étaient, j'avais déjà fait un profil LinkedIn là-bas, j'avais déjà postulé pour une boîte qui m'avait demandé d'optimiser mon profil LinkedIn. Et donc quand j'arrive dans Staff le 19 février 2019, qui est mon premier jour au sein de après ma dépression, je décide de m'en sortir, de sortir de chez moi, de trouver un taf, je trouve ce taf. Et donc je me mets à fond dans ce travail. Le premier jour, on me demande de créer un profil LinkedIn, tu vois. D'accord. Et en fait, je me dis, LinkedIn, c'est vierge. Il y a personne dessus qui communique à balle. Si ce n'est Christelle Defoucault, Michael Aguilar, Patrick Barabé, des gens qui, à l'époque, déjà avaient des communautés de 20-30 000 personnes. Ouais. Tu vois, on est loin des 400 000 abonnés de Michael Aguilar, quoi. 350, mais... Et là, je décide, let's go. On publie une fois par jour. Et en fait, quand je me mets à publier une fois par jour, je me dis juste, et ça c'est un truc que je tiens aussi, j'ai eu un peu le même retour de Benoît Dubos qui m'a fait reprendre la pensée que j'avais à ce moment-là, parce que sur 5 ans c'est long, mine de rien, t'as le temps de changer, t'as le temps d'oublier plein de trucs, tu vois, et quand tu notes pas, tu sais, c'est que j'avais un système. D'accord. C'est-à-dire je savais ce que je publiais le lundi, le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et tous les jours à 10h, donc j'avais mis comme titre, je publie tous les jours à 10h. J'avais pas mis entrepreneur, j'avais pas mis CEO, etc. Donc déjà, c'était différenciant par rapport aux autres. Le lundi, il y avait bonne semaine. Le vendredi, il y avait bon week-end. Le mercredi, il y avait les levées de la semaine. Le jeudi, il y avait un conseil. Le mardi, il y avait l'instant pub. Tu faisais ta pub sur le... Okay. Puis j'arrivais avec de la couleur, j'arrivais avec du design fait sur Photoshop, mais sur PowerPoint, mais bon, quand même. Et tu vois, à l'époque, tu pouvais faire aussi un peu d'automatisation. Donc j'ajoutais... énormément de gens, d'ailleurs de partout. Je me suis retrouvé avec des réseaux d'Indiens, 4000 personnes dans mon réseau que j'ai dû trier et tout. Donc ça m'a fait perdre énormément de temps, mais je vais y revenir. Et voilà, et donc j'ai commencé à publier comme ça, et j'ai vu qu'il y avait un format qui marchait plutôt bien. C'était les sondages sur Facebook à l'époque, où en gros, quand ils ont débloqué les réactions, avant il y avait que du like, et après d'un coup on a pu faire plein de réactions. Il y a des gens qui ont commencé à faire des réactions, et des réactions avec des débats politiques. Donc Facebook avait dit c'est interdit de faire ça. Sauf que LinkedIn, juillet 2019, lance les réactions. Et moi, ça faisait déjà 3-4 mois que je publiais, tu vois. Et là, je me dis, trop bien. Ouais. On va faire des sondages. Et alors, tu vas réagir avec des réactions. Ça existait pas. J'avais vu ça que sur Facebook, j'avais pas vu ça sur LinkedIn. Bon, là, c'était parti, hein. Je faisais des posts à 3, 4 000, 7 000, 8 000 likes, 15 000 likes. Ah ouais. Enfin, et là, je fais 35 000 abonnés en 6 mois, quoi. Incroyable. Et après, j'ai voulu vendre et ça s'est cassé la gueule. Ah ouais, ok. Donc, voilà. Et après, tu veux que je continue sur... Ouais, nous dire un peu donc comment t'en es arrivé, parce qu'aujourd'hui, tu t'accompagnes des marques finalement à créer du contenu pour eux et à le pousser, à le mettre en avant pour toucher leur cible ou voilà. Comment t'en es arrivé là, parce que t'as probablement pas fait ça du jour au lendemain. Tu me dis ça fait 5 ans que tu fais ça, et quelles ont été un peu tes premières difficultés finalement auxquelles tu t'es heurté. Tu nous parlais un peu de juridique avant. J'imagine que sur ce flou qui était LinkedIn à l'époque, qui l'est toujours un peu finalement, comment tu t'en es sorti, quels ont été un peu tes premiers apprentissages là-dessus. Donc on focus sur les 5 dernières années. Ouais. Tu te rappelles de comment c'était LinkedIn il y a 5 ans ou t'y étais pas? J'y étais, mais alors il y avait quasiment rien, hein. Il y avait des articles, après ça dépend de qui tu avais, mais... Exactement. Tu pouvais publier des articles, des posts normaux à 1500 caractères, pas à 3000 comme aujourd'hui. Ouais.
Et ce qui fonctionnait, c'était les carousels, tu vois, et les vidéos, j'en parlais même pas, on les voyait pas. Les pages, elles existaient quasiment pas. Il y avait pas de sondage. Il y avait pas de vidéo carousel, vidéo de profil. Il y avait pas de mode créateur. Il y avait pas d'abonnés mis en avant. Enfin, il y avait rien du tout. Et c'était la guerre. Mais c'était le bordel, quoi. C'était la foire, mec. C'était la foire des pods. À l'époque, si tu voulais performer, fallait que tu aies un nombre de likes important au début d'une publication. L'algo, il était aussi débile que ça. Donc, tout le monde utilisait des pods. Donc, il y a des gens qu'on connaît plus, qui étaient ultra connus à l'époque, parce qu'ils utilisaient des pods pour démarrer. Aujourd'hui, quelques personnes utilisent des pods. Alors, attention, il y a plusieurs typologies de ce qu'on appelle de pods. Des pods, c'est marrant qu'il y ait que ça sur LinkedIn. En tout cas, c'est majoritairement déployé sur LinkedIn, alors que sur les autres réseaux, ça aurait été incroyable, tu vois. Et je pense que le growth hacking y est pour quelque chose, parce que en gros, il y avait des logiciels que tu pouvais utiliser qui donnaient accès de ton compte à tous ceux de ton groupe que tu rejoignais et qui pouvaient utiliser ton compte pour liker leurs propres posts. Et donc, tu pouvais mettre, je sais pas, 500 likes sur un post qui, du coup, en faisait 5000 en 10 heures, tu vois. Et quasiment tout le monde faisait ça. Moi, je le faisais beaucoup au début. Et après, l'attraction, elle était naturelle, donc il n'y avait plus besoin. Mais il y avait des petits hacks comme ça, et donc c'était le bordel. Et donc tu pouvais atteindre des sommets vertigineux de likes, de vues, de chiffres d'affaires. Enfin, il y a des mecs en formation qui se gavaient. Il y avait des paris sportifs. Ah ouais. Bah, on est en 2019. Je pense que les gens s'en souviennent pas trop, ou alors voilà, mais il y avait des paris sportifs. Il y a des mecs qui arrivaient avec tu vois mes paris sportifs, voilà, tu fais ça, hop, t'as 10 000 likes, les gens ils cliquent, ils achètent et basta, tu vois. Donc t'as à cette époque-là, t'as aucune fonctionnalité, c'est débile. Enfin, à cette époque, t'as vraiment zéro. Et donc toi, t'arrives et tu débloques une des fonctionnalités qui est celle du vote et du sondage, qui est naturelle parce que bah t'as les réactions. Bah forcément les mecs ils sont en mode oh super nouveauté. Moi à ce moment-là je travaille dans une agence, je décroche un contrat grâce à LinkedIn. Mon boss dit c'est chambé, reste sur LinkedIn, donc je passe beaucoup de temps sur LinkedIn. En septembre je reviens de vacances, je suis payé 400 € parce que j'avais pris des congés. C'était des congés sans solde, il me l'avait pas dit. Embrouille, fin. Moi ça marche bien sur LinkedIn. Novembre je fais un post, regardez j'ai fait un post à plus de 2 millions de vues. Si vous voulez apprendre à faire ça, prenez rendez-vous dans mon calendrier gratuitement et puis on en parle. Et ensuite, de ce calendrier, donc mon calendrier, autant te dire qu'il s'est rempli sur des sessions de 15 minutes. Ouais. Je crois que j'avais mis que le vendredi sur 4 semaines d'affilée, enfin full. Donc ça fait 4 rendez-vous par heure sur 8 heures, voilà. Donc terminé, tu faisais un peu plus de 30 rendez-vous tous les vendredis, tu vois. Et j'enchaînais. En fait, j'en manquais plein et en fait bon. Donc je fais ça et après avoir fait ces rendez-vous, j'ai plein de clients. Alors, forcément, ils veulent apprendre à comment ça marche LinkedIn. Donc là, il a fallu commencer à cadrer. On est en décembre 2019. Je commence à professionnaliser le truc. Donc je vais aller sur ma Dines, je vais prendre les levées de fonds, je vais redesigner le truc, je vais le republier. Je commence à faire de plus en plus de sondages sur des thématiques hyper larges. Quel ordinateur tu utilises, quelle marque tu vois, vraiment large, okay. Le plus large possible. Et en janvier 2020, je décide d'être un peu plus un peu moins large et un peu plus centré sur l'accompagnement LinkedIn. D'accord. Je passe de 5000 likes à 500 likes par post. Et quelques semaines après, 500 likes à 50 likes par post, tu vois. Okay. Parce que je deviens vraiment, tu vois, dans ta stratégie top funnel, mid funnel, enfin tofu, mofu. Là, je suis en dessous de Bofu, tu vois. Ouais. Mais je fais un post. Quoi. Ouais, voilà. Petite, mais 10, 15 clients par poste et 15 demandes. Et ouais, c'était 5 rendez-vous jour tous les jours, quoi. Je commence à me professionnaliser. Je sors d'agence, donc je sais faire des prêts, je sais faire des tableaux de bord. Donc je commence à accompagner quelques indépendants au début. Puis en fait, très rapidement, c'est des marques. Parce que c'est LinkedIn H d'or, donc Amazon, Century 21, enfin les très gros marques. Moi, j'ai démarré par les grosses marques. Mes premiers accompagnements, c'était des grosses boîtes. Et Covid arrive. Ouais. Et donc à ce moment-là, Grégoire Gombato, je me rappelle, arrive sur le game LinkedIn. Parce que télétravail, parce que buzz, parce que master de la rédac, il est trop fort
dans sa façon de capter ce que les gens veulent lire. Moi, j'étais dans une fonction. C'est-à-dire que j'avais pas de compétences de rédaction particulière. Je rédigeais pas très bien. Lui, il rédigeait comme un dieu vivant. Enfin, il mettait des photos et il a instauré, tu vois, un peu ce truc-là. Oui, puis il était assez cash. Clivant. Un peu clivant. Et puis, il disait ce qu'il pensait et c'est ce qui faisait réagir. Il avait capté que c'était ça. Parce que à ce moment-là, l'algo avait changé. C'était plus les likes, c'était les commentaires. Et donc, lui, il faisait les commentaires. Et donc, c'est ça qui marchait extrêmement bien. Et donc, je vois ce paysage qui commence à se professionnaliser. T'as du Scalizia qui arrive. Tu vois, c'est le début de vraiment tout ce que tu peux connaître. Caroline Mignot, elle est même pas encore dans le paysage, hein. Elle est pas là. Enfin, tu vois, on est encore, je sais pas, une quarantaine de créateurs maximum, tu vois. Ton top 200, tu le fais pas, tu peux pas le faire. T'es obligé de faire un top 200 et de mettre tous les créateurs. Et tu le remplis même pas. Et en fait, je me professionnalise. Et la Covid, je l'ai pas vécu le confinement puisque je me levais à 8h. Je bossais jusqu'à 23, je sortais la tête, tu vois. Et je faisais ça tous les jours du lundi au vendredi, tu vois. Et comme t'étais en confinement, tu savais pas forcément que c'était samedi. Tu sais, donc moi, le samedi, je me levais tôt, tu sais, j'étais en mode genre, ah oui, je vais te bosser, mais mec, on est samedi. Ah ouais, ok, d'accord, bon, les clients répondent pas, bon, tant mieux. Je faisais masse de formations, j'ai commencé à recruter. Ça a commencé à se professionnaliser assez rapidement. Donc là, concrètement, c'est quoi? C'est du ghostwriting? Alors, je fais plein de prestations. Au début, je faisais de l'accompagnement à l'heure. D'accord. Et dès qu'il y a eu des demandes un peu plus huge, genre Unilever, des trucs comme ça, je passe de l'accompagnement à l'heure à agence de communication par projet. Okay. C'est quoi votre besoin? Donc il y a un peu de design de profil, un peu de formation des équipes, un peu d'installation d'outils d'automatisation, un peu de scrapping, c'est-à-dire extraction des données, un peu de rédaction de posts, un peu de design de visuel, un peu d'animation de page, un peu de tu vois. Et en fait, c'était des packs où j'avais plein de prestations toujours liées à LinkedIn. Et donc tu choisissais, tu faisais ton marché et je m'adressais aux dirigeants principalement, mais surtout aux équipes de com. Et tu chiffres ça comment au début? Bah, je me dis un poste ça vaut 50 balles, 40 balles, donc tu vois, voilà, un profil ça s'optimise pour 200 €. Je fais des prix un peu arbitraires pour essayer d'arriver à un TJM de à peu près 200-300 € par jour. Ce qui est rien du tout au final. Enfin, aujourd'hui, je suis 10 fois plus. Et je pense que j'aurais pu le faire 10 fois plus dès le début, mais donc je fais quand même quelques milliers d'euros par mois. Surtout qu'on n'en dépense pas beaucoup à ce moment-là. Bah, peu de charges, de toute façon, pas beaucoup, pas de... C'est ça. Pas forcément de salariés au début, t'as dû travailler probablement avec des freelances. Ouais. Puis en fait, septembre 2020, je commence à recruter, ça commence à aller plutôt pas mal, sauf que je me dis, bah là, je fais du service. Donc, à part recruter des gens, je vais pas aller très loin, tu vois. Il faut que je fasse un SaaS. Et après, je me dis... Tu peux faire des grandes boîtes de service quand même, hein, mais il faut des grosses équipes, c'est ça. Le problème des agences, c'est la scalabilité et... Du coup, comment tu scales une agence? C'est la question que je me suis posée. Parce que je savais pas développer. Donc, j'avais pas de tech, je connaissais pas de tech, je connaissais personne. Bon, bah, je peux pas développer. Donc, je décide de scale l'agence. Et alors, scale l'agence, c'était un peu la promesse de coup d'état pendant le Covid. Je sais pas si tu te rappelles, mais c'est en gros comment tu scales, how to scale. C'était vraiment la formation d'Oussama qui sortait. Donc, en fait, je me mets à regarder ça et je vois qu'en effet, faut que je détermine un produit dans tout ce que je fais et que je le masterise. Et donc, je fais de l'accompagnement de profil LinkedIn pour de l'automatisation. Et je te mets en place de l'automatisation. Point. Développement commercial. Je te prends ton compte. Je me mets sur Prospecting ou Alaxi aujourd'hui. J'envoie des messages à tes prospects en exportant les bases de données de Sales Navigator. Je crée tes messages à la mano de manière à ce que vraiment ça fonctionne. Et c'est parti. On est parti pour un an, un peu plus d'1 an. Et on a envoyé 1,5 million de messages. Enfin, d'invitations. La vache. Ouais. Je pense qu'on était un des plus gros clients de Walaxy à un moment donné. J'ai géré 450 comptes en quasiment simultané.
On était 3, 4, 7 dans l'agence. Et puis voilà. Puis après, il y avait des freelances, des trucs qui nous aidaient, mais, et en fait, j'avais des prix qui étaient un peu particuliers parce que j'avais le prix affiché à 1 500 € et j'avais le prix, concurrent. Donc, j'allais voir mes concurrents qui faisaient de l'automatisation. Profluent, Yannick Boussière, 1 500 €, c'était quoi? C'était au mois? Ouais, c'était 4000 messages envoyés. C'était optimisation du profil, installation des process, ciblage, export, enrichissement des contacts, installation de l'outil, automatisation, réponse aux messages. Donc on avait tout un process, on avait un tableau de bord, je te mettais sur LinkedIn, il y avait 7, 8 onglets. En fait, chaque onglet déterminait une étape. Il y avait 2 séances d'onboarding de 2 heures. Enfin, j'avais masterisé le truc grave. Tu rentrais, c'était trop cool en vrai. Tout est pris en main et puis on envoyait des messages, on répondait à ta place et on te prenait des rendez-vous dans ton agenda grâce à LinkedIn. Donc, il y avait des chefs de projet qui géraient en fait les comptes, les automatisations, les scrappings, les exports, etc. Et c'était ouf. On a inondé LinkedIn. Ah, c'était ouf ça. On envoyait des messages partout, mais on travaillait aussi bien pour un indépendant qu'une carrière, qu'une multinationale, que un mec qui voulait juste des abonnés en plus. Et donc on fait ça pendant 1 an, donc on fait ça jusqu'à à peu près 2021. 2021, je crois que on a eu les premières alertes en novembre 2020. Il y avait des comptes il y avait un message qui disait vous ne pouvez plus envoyer d'invitation. On sollicite Wallaxy, donc Prospecting à l'époque, on lui dit il y a des problèmes là. Il y a un truc qui sent pas très très bon. On envoyait à cette époque, il y avait déjà une limitation. Donc la première limitation, c'était 4000 envois par mois. C'est 100 par jour. Donc 3000, 4000 par mois. Et puis après, bah, on l'avait senti en novembre et je crois en mai, quelque chose comme ça, 2021. Coup près qui tombe, LinkedIn qui annonce, nous limitons maintenant les envois d'invitation à 100 crédits par semaine. C'est-à-dire s'il y en a qui acceptent, tu récupères un crédit. Et là on se dit, what? On passe de 100 par jour à 100 par semaine. Mais nous, on avait une promesse de résultat sur nos campagnes. On disait que tu pouvais générer entre 10 et 20 leads par semaine, jusqu'à 80 leads par mois. Et on y arrivait. Mais parce qu'on envoyait 4000 messages. Et donc, en fait, l'un dans l'autre, bah, si t'envoies 10 fois moins de messages. Là, tu jouais sur le volume, maintenant, c'était... Et la cri d'alerte. En 2021, moi, j'ai déjà fait ma demande en mariage, 1 an avant. Donc, bah, on allait se marier. J'avais ce problème-là. J'ai dit, bon, bah, soit on part sur du mail parce que le volume était accessible avec du lemlist. Soit on arrête tout. Et j'étais pas à l'aise en tant que manager. J'ai pas réussi à prendre ma place, j'ai pas réussi à ça me faisait chier. C'était chiant. Tu sais, cette relation aux gens un peu particulière quand même parce que t'es leur boss, t'as des objectifs et surtout moi j'étais plus du tout dans l'opérationnel, ce que j'adorais faire, réflexion opérationnelle, j'étais dans aller chercher de l'oseille quoi. Et c'était mon seul truc, c'était aller chercher de l'argent. Donc, ça me saoulait, enfin c'était bien mais du coup t'avais un peu une épée de Damoclès au-dessus de la tête et si tu ramenais pas assez d'argent bah c'est mort. tu fais quoi? C'est un mec qui démissionne, tu vois, puis t'as moins de clients, puis t'as un truc. Donc, à ce moment-là, je dis à tout le monde, ciao. Et je profite de l'été, c'est marrant ça, parce que ça me semblait être avant 2021, mais non, ça devait être ça. Donc l'agence perdure ou elle s'arrête définitivement? L'agence, elle s'arrête, le cocon s'arrête avant mon mariage, 1 mois ou 2 mois avant. Je vire une partie de l'effectif. Je les vire, enfin, c'est un grand mot, hein. Il y en a qui sont partis en Thaïlande s'amuser, il y en a qui sont partis chez les concurrents parce qu'ils géraient leur compte, tu vois. T'avais beaucoup d'agences d'automatisation qui avaient tout leur compte chez moi, tu vois. Ils faisaient que vendre à 1500 balles. On s'était tous alignés sur le même prix. Et après, moi, ils me rachetaient mon truc à 500 balles et je mettais, ça me servait à financer la coup de manager qui gérait le compte. Et monter en compétences. Donc, plus il montait en compétences, plus il était bon. Donc, et puis là, du coup, je me marie et là, je crois le dernier licenciement rupture conventionnelle, c'est en septembre 2021. Et là, je me dis, ok, je fais quoi?
Bah LinkedIn toujours. Hein. En parallèle, je communiquais beaucoup à ce moment. Enfin, non, j'avais arrêté de communiquer parce que je gérais l'agence. Voilà. Okay. Là, on est sur une pause de communication LinkedIn. Donc il y a plus de posts Ruben Taïeb. Enfin, il y a très très peu. J'ai du mal à redémarrer. Puis en plus, une fois que t'arrêtes depuis un moment, tu dis bah comment je reviens, tu vois. Les gens s'en foutent, voilà, ça c'est mon conseil. Hein. Si quelqu'un se demande, si quelqu'un a quelque chose à faire de son contenu, personne n'en a rien à faire. Voilà, voilà. Tu peux arrêter du jour au lendemain, les gens s'en foutent. Hein. T'as arrêté des actus, j'ai même pas remarqué. Enfin, personne n'a remarqué. Si tu laisses la place, bah qui part à la chasse perd sa place. C'est une vérité. Tiens. Il y a plein de gens, on se souvient pas d'eux. Et pourtant, c'était des figures 2019, 2020, 2021. Regarde Grégoire Gambato, tu prends les nouveaux créateurs de contenu, ils savent pas qui c'est. Hein. Et donc, on arrive à ce moment-là où je me dis, je vais faire de la formation parce que mon beau-père a une boîte de formation, parce que mon beau-frère s'occupe de la boîte et fait aussi de la formation. Et je me dis, bon, bah, à la limite, tu prends entre 1500 et 3000 euros la journée. Tu peux être remboursé par l'État. Bon, ça a l'air alléchant votre truc. Donc je fais une presse en une semaine. Je me déchire la gueule. Je fais une presse. Je fais 3 supports. Je sais pas, j'ai 400 pages de formation et j'ai une présentation aux petits oignons. Voilà. Et je me dis comment je communique, comment je vais chercher des clients. Et donc là j'ai le choix. Je publie sur LinkedIn, mais je vois que en fait il y a un problème de match. C'est que si tu fais de la formation LinkedIn, les gens qui vont t'acheter la formation, eh ben, paradoxalement, ils sont à majorité pas du tout sur LinkedIn. Ma formation que je faisais, c'était pas une formation en ligne, c'est une formation en présentiel. D'accord. Dédiée aux entreprises. Parce que ma cible a toujours été les entreprises, pas les indépendants. Et donc, 3000 euros une journée, il y a aucun indépendant dans n'importe quel monde qui va te dire, bah, je te l'achète tout seul sur la journée. Il va trouver ça horriblement cher en France. En majorité. Après, oui, tu peux me trouver des cas particuliers, mais et je me dis, ça, c'est pas trop soporifique là, la façon dont je pense. Ok. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous amusez bien? Et donc j'arrive à ce moment-là, parce que je suis sorti hier, j'étais au festival C'est qui la bosse. Ouais, c'était très très bien d'ailleurs. Petit bisou à Mélodie Madar. Des éclaireuses qui a monté ce festival et Niel, qui est absolument génial, de Nanny Please. Qui a monté ce festival. Bon, voilà, c'était le moment pub. Et en gros, dans cette formation, je me dis comment je vais aller voir des gens pour leur vendre ça. Donc, je commence de l'automatisation LinkedIn. Ça prend, mais c'est long à gérer. Tu vois, il faut répondre aux messages. C'est différent du mail. Je me dis, il faut que je fasse du mail. Donc, je commence à installer du Lemlist et tout. Et là, il y a une boîte qui vient me voir qui s'appelle Oliver List et qui me dit, si tu veux, pour quelques dizaines d'euros, on t'envoie des mails et tu nous payes au rendez-vous effectué. Ouais. Bah, je dis, on teste. Ouais. On sait jamais. Sur un malentendu, ça peut passer. C'est passé, grave. Ils envoyaient des milliers de mails jour. Je prenais des rendez-vous, enfin c'était dément, et je calcule au bout d'un mois mon taux de conversion à 20%. Il me faut 5 rendez-vous que j'achète 50 balles. 250 euros pour faire 3000 euros de vente, quoi, 2500 euros. Oui, le coût d'acquisition vaut le coup. Et je leur dis, bah accélérez en fait les gars, vous attendez quoi? Et donc mon travail c'était, je recevais des rendez-vous, je faisais mes rendez-vous, je relançais mes prospects et j'allais, une fois que vendu, envoyer un contrat, envoyer la convention de formation et j'allais faire la formation. Et je m'étais associé. Enfin, j'avais une assistante qui elle s'occupait de toute la partie administrative pour les OPCO, aussi bien du côté client que de mon côté. Donc j'avais vraiment rien à faire à part passer des calls, relancer, faire des premiers rendez-vous, relancer les personnes et aller faire les formations. Et c'était trop cool. Et pendant des mois et des mois, je fais ça pendant quasiment 1 an. Sauf que tu fais de la formation. Donc il y a plein de côtés négatifs à la formation. C'est cool parce que tu bouges. Donc, tu vois, un coup t'es à Bordeaux, un coup t'es à Antibes, un coup t'es à Toulouse, un coup t'es à Suisse. Enfin, tu vois, tu bouges quand même pas mal et c'est assez bien. J'y allais à chaque fois en vélo, bien évidemment, hein, pour la planète, parce que faut penser à la planète. Surtout Toulouse. Et ce qui se passait, c'était une blague, hein. J'y allais pas en vélo, genre, c'est, ok, non, parce qu'à tout moment, il y a quelqu'un qui pense vraiment au premier degré et qui se dit, waouh! et qui m'envoie un message en mode, waouh! T'es incroyable! Tu vas en vélo! C'est fou! Non. Et ensuite, au bout d'1 an, je remarque que les former, physiquement,
et dont leur formation était financée par une boîte, n'avaient que peu ou très peu d'implication. Ok. Donc déjà, qui dit peu d'implication, dit forcément fin de ta formation, il y a sur 10 personnes, une personne qui met en application et 9 qui s'en foutent complètement. Donc d'un point de vue de l'ego, ça fait un peu mal parce que tu te dis j'enseigne un peu n'importe quoi. Deuxièmement, dans le cadrage d'une formation, il faut comprendre que c'est un peu, tu fais un peu ce que tu veux en réalité. C'est-à-dire que tu te dis voilà, moi je veux apprendre ça. Comment on fait pour apprendre quelque chose? Et donc d'un point de vue pédagogique, il y a une ingénierie pédagogique à avoir que j'avais pas forcément à ce moment-là, mais je me dis je vais cadrer la chose. Et quand tu cadres une formation, tu la cadres selon toi et tout ce que tu as appris, tout ce que tu sais, tout ce que tu peux faire, tu vois, et toutes tes connaissances. Ça veut dire si tu sais pas animer une formation, déjà de base, quand tu la mets en place, quand tu la construis, bah dans l'ingénierie pédagogique, il y a pas de jeu. Donc il y a pas d'animation. Donc moi ma première formation, c'était un truc où j'avais pris un Airbnb à genre 200 € et j'ai déroulé un PDF pendant 8 heures. Autant te dire que la journée a été longue pour certaines personnes. Ah bah il y en a, ils se sont barrés au bout de la mi-journée quoi. Et pourtant on se parle toujours. Ces premiers formés, il y a la moitié, je leur parle toujours et ça se passe super bien. Et c'était une galère parce qu'en plus c'était pas les mêmes boîtes, donc fallait les ramener tous au même endroit au même moment. Bon, c'était une petite expérience sympa, on était allés bouffer ensemble. Voilà. Et donc ça c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est que tu répètes quand même quasiment toujours le même scénario. Et donc en fait au bout d'un an j'ai compris que c'est pas ce que je voulais faire. Et j'avais eu des demandes pour l'instant de plein de choses que j'avais dit non je fais pas. Et puis là je me suis dit en fait je vais reprendre quelque chose comme c'est du one shot. De la formation tu vends une fois, t'encaisses point et après revendre une formation, faut qu'il y ait encore d'autres personnes qui viennent. Mais quand t'es sur un fil rouge, c'est de la formation par exemple Enzo Colucci qui a une formation qui forme les équipes en cold call. C'est extrêmement intéressant parce qu'il peut reformer systématiquement les personnes parce que c'est des choses que tous commerciaux font. Ils appellent systématiquement des listes. Pendant qu'on est en train de parler, il y a plein de commerciaux qui passent des calls. La formation LinkedIn, il n'y a pas beaucoup de commerciaux qui font leur post LinkedIn. Tu fais un post LinkedIn par jour. Tu passes pas 4 heures à faire des posts LinkedIn. Donc la récurrence a été pas ou peu présente. Et puis je faisais des conférences aussi dans des grandes boîtes. Je faisais devant 300 personnes, 400 personnes, 1000, 4000. Donc ça c'était huge aussi. Mais c'était bien tout ça, mais il y avait ces problèmes-là. Et donc je me dis, comment est-ce que je peux faire pour éviter le one shot? Tu vois, j'avais eu cette réflexion de me dire, ok, j'ai fait du service récurrent, tu vois, là avec une équipe, peu de marge parce que j'avais mal négocié les prix et j'étais pas assez agressif au niveau commercial. Maintenant là je fais du gros sou tout seul mais en one shot. Comment est-ce que je peux faire du gros sou en récurrent? Et la réflexion elle est un peu simple. C'était le ghostwriting. T'écris des posts. En fait des posts t'en écris tout le temps. Donc en fait si tu chopes un client, théoriquement tu le tiens longtemps. Donc au début, je revends le poste 40 € par mois, par poste, 3 postes par semaine. Donc ça te fait à peu près 500 balles par mois, quoi. Tu vois, c'est pas dément, mais tu prends 10 clients, t'as 5000. Et à l'époque, moi, ça me paraissait déjà 5000. Je me disais, c'est pas mal, tu vois, sur du récurrent, tu passes 1 heure. Donc si tu montes à 10 clients, en gros, t'es à 5000. Si tu montes à 20 clients, du coup, t'es à 10 000. Et après, je me suis dit, ok, on va essayer d'aller chercher un maximum de clients. Je suis allé chercher un maximum de clients. Et à un moment, je me suis dit, putain, je peux aller en chercher encore plus. Et je suis pas allé en chercher plus. Je me suis dit, je vais les éliminer. Tant qu'il y a des gens qui veulent bosser avec moi, ça veut dire que je suis pas assez cher. Donc, de 40, je suis passé à 50. Alors là, déjà, j'avais beaucoup moins de demandes en 30. De 50, je suis passé à 100. Là, j'ai commencé à perdre des clients. Mais j'étais 2 fois, 3 fois plus rentable. De 100, je passe à 200, 300, 400, 500, 1000. Et à 1000, je me suis dit, mais en fait, j'ai un client. Je fais mon CA de 20 clients à l'époque. Et il y a des gens qui payaient à 1000. Mais à 1000, tu t'attends à avoir
et de la perf, bah, c'est ça. Et de la compétence, parce que et de la structuration. Tu leur promettais quoi entre guillemets Ah bah, de l'animation de compte et des likes, mais et de likes, si tu veux, intrinsèquement du CA. Je leur disais, on va faire de la noto, du CA ou du recrutement. De la notoriété, vous allez être connu, du CA, donc vous allez récupérer des demandes entrantes, et du recrutement, vous allez attirer des beaux profils, ou au contraire, vous allez être recruté parce qu'il y a des gens qui cherchent du boulot. Et en fait, 1000, c'était trop, on me demande trop de choses, et donc j'ai commencé à rebaisser, parce que 1000 euros vraiment, pour 1000 euros le poste, ça faisait un CA démentiel, donc tu pouvais monter jusqu'à 20 000 euros, mais je sais pas si ça se fait de parler d'argent, mais en tout cas, tu deviens un salarié. En fait, le mec qui investit ça, il te dit, t'es ma pute. Ouais. En gros, c'est ça. Donc j'ai commencé à redescendre. 1000, 800, 600. 600, j'ai commencé à trouver que ça y est, on me demandait plus rien, et c'était plus cool. Et après, stratégiquement, 500 balles. Et là, 500 euros. Et là, j'ai commencé à aller voir les clients que je voulais. Et en fait, j'ai remarqué que les clients les moins chiants, c'était ceux qui avaient du budget, qui étaient assez aisés au niveau personnel. Et c'est essentiel d'avoir des clients qui sont aisés au niveau personnel. Qu'est-ce que t'entends par aisé au niveau personnel? T'as pas de problème d'argent. D'accord. Oui. T'as du cash. Ah, ok. Ouais. T'habites dans des beaux quartiers, t'habites dans une belle ville, tu travailles avec des gens qui ont de l'argent, qui ont un certain niveau de vie. Parce qu'ils ont pas de pression par rapport à la réussite de leur boîte. Bien sûr, ouais. Ils ont une pression, mais ils ont pas de problème, voilà. Et donc, souvent, ils ont pas de problème aussi au niveau de la boîte. Et donc, la boîte, elle fait du cash, elle a du cash, il y a pas de retard de paiement, il y a aucun problème. Et donc, je me suis dit, vas-y, on fait 500 balles. Et là, ça explose. Bon, alors là, des clients, j'en ai plein. Mais, et paradoxalement, j'ai aussi bien des indépendants, mais des types qui ont, tu vois, qui fait des crédits, financement d'entreprise, d'équipement et tout. Bah, ce mec-là, il investit autant qu'un patron du CAC 40. Et pour ça, t'as un peu des conditions d'entrée, c'est-à-dire s'ils ont 1000 abonnés sur LinkedIn, tu peux pas leur promettre. Alors si. Ok. J'en ai fait passer de 1000 à 20 000 en 2 mois, tu vois. La condition, c'est vraiment c'est surtout le cash et des choses à dire. Okay. Si je sens que le mec, ça va être compliqué de discuter avec lui. D'accord. On va quand même beaucoup parler. Beaucoup parler. Là, je me lance dans une aventure où je passe mon temps devant mon ordi à appeler des gens en visio à 2 heures par semaine. Enfin, tu vois, on va passer du temps. Et s'ils ont rien à dire, ou j'avais fait un peu l'erreur de prendre un type qui s'appelait Erwan, qui a une boîte qui s'appelait Gilles. Enfin, ce mec-là, c'était un peu un profil un peu particulier parce que il vendait des trucs sur les marchés. Et puis après, il faisait de l'achat en gros de vêtements de marque. Au lieu qui allait être détruit, genre tous les stocks de Zara, et en fait il les revendait sur les marchés, tu vois. Et après il avait monté un entrepôt, et en fait l'histoire était un peu décousue. Mais je me suis dit vas-y, why not. Mais en fait c'était trop décousu. Il y avait 3 projets en même temps, il y avait trop de positionnements, les discours voulaient rien dire. Quand j'écoutais les textes, je me disais mais qu'est-ce qu'il a envie de dire. C'était horrible. Et donc j'avais un process assez simple. On passait 2 heures ensemble, j'optimisais ton profil, et après 2 heures ensemble on déterminait un peu vers quelle direction on veut prendre, et après 2 heures ensemble pour l'interview du mois. Donc tu vois, t'avais quand même 6 heures d'onboarding sur chaque nouveau client, et j'engageais personne. Et 0 engagement, t'arrêtes quand tu veux, c'était 500 euros le poste, donc c'est fil rouge, c'est-à-dire t'achètes des postes quand t'as envie. Si tu dis 2 par semaine, bah tu m'achètes 2 par semaine, ok, mais c'est vraiment au poste. Si tu me dis ce mois-ci j'en veux 15, le mois d'après j'en veux 3, le mois d'après j'en veux 50, bah c'est toi qui décides. Puis il y a des gens qui arrivaient, ils en achetaient un, ils repartaient, tu vois. Et donc je commence à bosser avec des gens un peu comme ça, et je vois bien que c'est pas pertinent. Et en fait le modèle s'essouffle sur un truc simple, c'est que on est en décembre 2022, je crois. Ouais. J'ai fait signer des contrats au poste, et pas des contrats d'engagement au nombre de postes. Donc en fait t'achètes quand t'as envie, et t'achètes pas quand t'as pas envie. Donc t'arrives en décembre, à la semaine de Noël, où les mecs partent 2 semaines, avec les vacances de Nouvel An, puis c'est des entrepreneurs généralement, donc aisés, donc qui partent longtemps, et avec leurs gosses. Donc t'as 2 semaines,
où je me retrouve de décembre 2 semaines où il y a 0 commande. Et je passe d'un CA de plusieurs dizaines de milliers d'euros à rien. Et là, je me dis, bon, comment on fait, tu vois, falloir remonter la pente. Donc, je commence à reprendre des contrats rapidement, tu vois. Sauf que, pareil, je vois bien qu'il y en a qui s'essoufflent à gauche, à droite, ça re-rentre, et ça commence à me gonfler, en fait, ce modèle. Parce que d'un côté, t'as des mecs qui arrêtent, d'un côté, tu peux faire 10 000 euros un mois, 500 le mois d'après, tu vois. Donc, je dis, va falloir retrouver un autre truc, et puis, je vois qu'on est quand même en 2023, et que j'ai quand même de plus en plus de demandes d'influence, de post sponsor. Là, je me dis, vas-y, on y va à fond, on va essayer de faire de la vidéo, on fait full influenceur, y a personne qui fait ça, let's go. Et alors là, premier mois, je sais pas, plusieurs dizaines de milliers d'euros d'un coup. Là, je dis, ok, je crois que j'ai trouvé un nouveau modèle. Donc on arrive à ce moment-là où je dis, je fais de l'influence et on est déjà, il y a 6 mois, quoi. Et ça marchait bien. Et je teste plein de trucs, mais des trucs de ouf. Déjà, je prends Baptiste Soukassian et je lui dis, viens, prends ta cam. Et on va faire une journée à Go Entrepreneur. Et il me dit, on va faire quoi? Je dis, franchement, chez App. Et la première nana qu'on voit, c'est Morgane Bertrand. Et elle me dit, on fait quoi? Je dis, je sais pas. Elle me dit, viens, on fait Shifumi. Et on a fait un Shifumi. Et je lui dis, ok, si tu gagnes, tu pitch. Ouais. Et Shifu pitch est né. Et puis là, on a fait des Shifu pitch dans tout le salon. Go Entrepreneur a kiffé. Il y a des marques qui sont commencées à venir nous voir. À viens faire une émission là, un épisode là. Et en fait, je fais full influence. Et là, je me suis dit, je vends une vidéo 250, 500 balles. Donc, si j'en fais le maximum possible, du coup, j'ai 4 créneaux et je fais du 1000, 2000 euros par jour, quoi. Et là, je lance une production de contenu. J'ai fait 4 vidéos pendant 3 mois par jour. Donc, ça fait, on va dire, presque 350 vidéos en 3 mois. Et comment tu les diffuses? Tu les diffuses en perso sur ton compte ou? Ouais, ok. Ouais, je deviens influenceur, quoi. Mais sur LinkedIn, ça marche quand même de faire autant de contenu par jour? Ouais. Ok. En fait, qu'est-ce que t'avais le marché? C'est là où on rentre dans une logique très intéressante dans l'influence. Je faisais beaucoup plus d'argent avec des posts à 10 likes et mes clients faisaient plus d'argent avec des posts à 10 likes que des posts à 500 likes. Ok. C'est-à-dire que là, tu rentres dans la vanity metrics et au final, tu perds totalement de la visibilité au profit de la visibilité hyper ciblée. Et tu vois, une boîte comme Legal Place, sur 40 vidéos de Shifu Pitch, ils ont fait un ROI un très très bon ROI, quoi. Fois 2 fois 3 sur l'investissement. Et l'investissement était quand même assez important. Donc ouais. En fait, ouais. Enfin, c'était bien, hein. Sauf que moi, je me dis, je fais pas ça pour ça. J'ai un peu envie d'être vu. J'aime bien quand les gens ils me reconnaissent, tu vois. J'aime bien. Je sais pas, j'ai un sentiment de... vas-y, j'étais en calbut dans mon salon il y a 5 ans, devant mon ordi. J'étais nobody, personne me connaissait. J'avais fait la femme de ménage chez The Family. Et là, aujourd'hui, on m'invite dans des podcasts, tiens, sur des événements. Je rassemble, j'arrive à fédérer, j'arrive à rassembler, j'arrive à discuter avec des gens. J'ai même plus besoin de montrer patte blanche. Ils me font confiance. Donc, c'est trop bien, tu vois. Et je kiffe ma life. Je vais sur des événements. En 3 mois, j'ai rencontré Mamadou Sakho, José Garcia, Julien Lepers, tu vois, c'est Anthony Bourbon, je l'ai interviewé sur scène, Marc Simontini, Catherine Barba, Eric Larchevêque, Jean-Pierre Nadir, tout le plateau qui va te passer. Mais wesh, c'est quoi ce délire? Ça va trop vite, en fait. Et je pense que la visibilité, je pense que l'audience, en fait, c'est un espèce c'est une espèce d'éclosion de tout le travail qui a été fait sur les 5 dernières années, depuis le 19 février 2019, quoi. Ouais. Ok. Et donc j'arrive aujourd'hui en début d'année en me disant on va éviter de faire des vidéos de 30 secondes, on va aller sur des vidéos un peu plus longues parce que les vlogs c'est cool. Sauf que je perds Baptiste et je travaille avec des créateurs, des monteurs et des cadreurs qui n'ont pas l'œil
qui ont pas les compétences similaires. Et en fait, moi, j'ai un profil très particulier. Je cherche un mec qui est capable de diriger une prod dans une logique assez basique. Il n'y a pas besoin de grands moyens, mais de savoir à peu près quelle typologie de matériel il faut pour quel contexte. Donc dire prod, en gros. De savoir réaliser. Donc c'est-à-dire d'avoir déjà une vision de à quoi va ressembler le contenu, in fine, de montage, parce que il faut aussi de cadrage parce qu'il faut filmer, et surtout de motion design dans le montage, parce qu'il y a en vrai sans motion design t'as pas des trucs super dynamiques quoi. En tout cas sur du contenu court, est-ce qu'on marche sur du contenu voilà. Donc je teste du vertical, je teste des émissions face cam, je teste des émissions à plusieurs, tout seul, je teste plein de trucs, horizontal, enfin j'ai tout testé, j'ai mis mon compte hyper en danger, et j'arrive à la rentrée avec un contenu qui est genre banger, qui est le contenu vlog en fait, c'est ça que les gens veulent voir, sauf que la vidéo est pas du tout faite pour LinkedIn, et donc je remarque ça aussi, c'est que ça convertit énormément, parce qu'il y a très peu de gens qui les voient, mais en réalité tu vises pas beaucoup de monde, et donc le business model de l'influence LinkedIn n'est pas encore alors on est en pleine maturité, mais je dirais qu'on est aux prémices de quelque chose de beaucoup plus grand, mais comme les marques allaient sur Facebook avant d'aller sur Instagram, et que Instagram en 2015 personne n'y allait et les influenceurs étaient pas présents. Je pense qu'on est à ce moment-là. On est à l'équivalent d'Instagram en 2015 aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a quand même des grosses communautés. Est-ce qu'elles sont engagées ou pas, je sais pas, mais en tout cas il y a des grosses communautés. Thibault Louis il a 100 000 personnes, tu vois, mais Thibault Louis il a 500 personnes dans son punk de web. Donc en fait on n'est pas non plus à des volumes. J'ose espérer que Thibault, qui au passage doit être un mec charmé, malgré son contenu hyper clivant, j'ose espérer que dans 5-10 ans, donc on est en 2015, donc ça veut dire que 2023 c'est quasiment 8 ans après, j'ose espérer que en 2030 il fasse 1 million par mois en fait, parce qu'il y aura du volume énormément, et qu'on aura attiré les marques B2C, et qu'on aura attiré le B2C tout simplement, parce que LinkedIn deviendra hyper huge, et ce sera sur des problématiques qui sont pas forcément traitées sur Instagram ou sur Facebook. Mais j'y crois vraiment. Le seul truc c'est que LinkedIn n'est pas prêt, bouge pas trop non plus sur ces sujets. Ça bouge un peu, mais ça bouge un peu. Le Covid en fait a donné un coup d'accel. C'est le Covid qui a donné un coup d'accélération, donc maintenant le pari c'est très simple, c'est soit en effet ça va grossir et ça va être incroyable, soit c'était une allumette qui a fait pchit parce que il y a eu le Covid. Mais la seule raison pour laquelle LinkedIn va exploser dans les prochaines années, c'est soit parce qu'il y a une montée en puissance des entrepreneurs qui sont les majoritairement ceux qui consomment et qui publient sur LinkedIn, soit parce qu'il y a une autre épidémie et qu'on va rester chez nous coincés, tu vois. Je pense qu'il n'y a rien de mieux pour LinkedIn qu'une catastrophe naturelle, ou pas d'ailleurs, pour que les gens en fait puissent plus voyager, puissent plus aller bouffer, puissent plus, etc. Et non, je le souhaite absolument pas, mais on l'a bien vu que ça avait accéléré, mais c'était lunaire. C'était lunaire. Et tout le monde au même endroit. Voilà, tous les professionnels du monde de 8h à 18h, ils étaient au même endroit, sur un réseau social, connectés au même site. C'était lunaire. Tout le monde faisait des milliers de likes, c'était normal, tu vois. Et quand t'as connu ça, et qu'aujourd'hui tu connais des posts à 300 likes, tu te dis, c'est pas ouf, en vrai. En fait, il y a des catégories professionnelles qui utilisent encore des canaux autres. Par exemple, il y a un énorme groupe de médecins qui s'appelle le Divan des médecins, qui est sur Facebook. C'est dingue. Les médecins sont pas sur LinkedIn encore. Non. Mais je pense que c'est le cas de plein de professions, en fait. Donc, mais quand t'es médecin, déjà tu fais partie de réseaux, d'ordres. Pour la plupart des médecins, ils cherchent pas à se promouvoir parce que c'est des déserts médicaux à peu près partout, donc ils ont rempli leur agenda. Et moi, c'est un peu les entrepreneurs, les vrais entrepreneurs pour moi, c'est les entrepreneurs qui en réalité ils se lèvent très tôt ou pas d'ailleurs, ils vont bosser, les boulangers c'est pareil, et après ils rentrent chez eux, et voilà. Nous on est des entrepreneurs un peu lifestyle, on a envie de se la péter, on a envie de vivre un rêve d'entrepreneuriat
de mixer notre vie perso et notre vie pro sur un même rêve qui est l'entrepreneuriat pur, parce que la réalité c'est qu'on cherche pas l'argent. Si les gens cherchaient vraiment à gagner beaucoup d'argent, tu ferais pas ça. Tu ferais pas des podcasts. Tu tirais sur, c'est con, mais enfin, je pense que tu prends un camion et tu vas vendre des pizzas ou des poulets en face de la foire de Paris 2 fois par an. Faut en vendre beaucoup. Mais t'en vends beaucoup parce qu'il y a beaucoup de monde, tu vois. Tu fais une formation en ligne et tu la pousses en ads à mort. Tu fais que ça, tu vois. Tu vas faire un crédit. Enfin, je pense que t'as des moyens, des raccourcis, tu vois, pour faire de l'argent réellement. Et surtout, est-ce que montrer sa tête, ça a un intérêt ou pas, tu vois? Je pense pas que... C'est le ratio, le plaisir que tu prends à le faire et l'argent que tu arrives à générer. C'est pour ça que je me dis, c'est vraiment du lifestyle. T'as envie d'incrémenter ça dans ta vie. Et du coup... Bah, je sais plus ce que je voulais dire. Voilà. Ouais, mais c'est sûr que c'est appelé à évoluer, effectivement. On est un peu à un tournant. On va voir si on arrive à emprunter cette trajectoire. Je sais pas encore, j'ai pas trop pris le temps de regarder comment ça se passe aux États-Unis, qui ont toujours un coup d'avance sur nous, et voir si eux, ça prend ou pas. Mais bon, c'est pas les mêmes contextes. Ne serait-ce qu'en termes d'entrepreneuriat, forcément, ils sont à des années devant nous en termes de volume et d'envie. Je suis pas d'accord. Parce que t'as beaucoup plus de petits. Beaucoup plus de petits. Ouais, mais je veux dire, c'est tardif. Nous, c'est en train d'éclore en France. Aux États-Unis, ça fait des années que c'est lancé. Parce que les gens s'y intéressent pas. Ouais, bien sûr. Mais parce que les pouvoirs publics aussi drive un peu ça. En fait, je pense que LinkedIn, ça a quand même accéléré le truc énormément parce que c'était un espace de discussion, un espace social. Ouais. Mais c'est pas le bon réseau. Et en tout cas, ils sont très mauvais. Ils sont basés sur du recrutement. Donc c'est pas pour les entrepreneurs, tu vois. Ouais. En réalité, il faudra un réseau social pour les entrepreneurs. Ce serait peut-être mon prochain projet. Alors justement, on parlait du futur un peu. Quels sont un peu tes objectifs? Récemment, tu as créé une communauté. Tu vas probablement nous en parler. Dans quoi tu te vois dans les mois, pour parler des mois seulement à venir? Toujours continuer l'influence, j'imagine, mais un peu quels sont un peu ce vers quoi tu as envie de tendre et un peu ce à quoi tu penses devoir te confronter pour y arriver. Alors, c'est huge. En gros, je la fais très simple. Ce que j'aurais dû faire depuis le début, c'est la communauté. En mai, j'ai organisé avec Martin Crédu, Marley et Valran la Founders Night. Donc, j'ai fait la première en tant que participant, je suis arrivé en ambassadeur sur la deuxième et j'ai poussé énormément la troisième. J'ai adoré. Mais quand je te dis j'ai adoré, c'est genre j'ai ressenti une pulsion animale de tu dois faire ça. Genre comme s'il y avait quelqu'un qui te tapait sur l'épaule et qui était va là-bas. Et toi tu te dis ok j'y vais. Non, c'est pas du tout une métaphore trop cool ça. C'est plutôt bon, j'ai compris que je voulais faire ça, tu vois. Et on a rassemblé quasiment 1000 personnes à la Cigale, quoi, tu vois. C'était putain mec, on a réservé la Cigale quand même, genre c'est symboliquement. On était dans un endroit où Bob Marley avait signé et écrit des mots, tu vois. Enfin, la loge était folle. Et j'ai fait beaucoup de retours de ces gens-là. J'ai eu beaucoup de retours. Et en fait, pourquoi ces gens étaient venus? C'était principalement des entrepreneurs, pour la plupart des jeunes entrepreneurs, pour la plupart des indépendants. Et en fait, c'est la solitude. La problématique numéro 1 de l'entrepreneur, du solopreneur, de l'indépendant, c'est cette fucking solitude. Qu'est-ce que t'as comme solution pour sortir de la solitude de l'entrepreneur? La solitude de l'entrepreneur, c'est très particulier. Il est pas seul. Il a de la famille, il a des amis, mais ce cercle-là n'ont pas le même état d'esprit et n'ont pas les mêmes fondements de pensée, les mêmes paradigmes de réflexion et ne sont pas intéressés par les mêmes contenus, etc. Et donc, là où toi, je pense que j'ouvre ton Instagram, si je vais dans la recherche, le premier truc que j'ai, ou en tout cas c'est sûr que j'ai la gueule d'Oussama, bah je pense que mon père, si j'ouvre son Insta, il a pas Insta, mais si j'ouvre son Insta, bah c'est pas Oussama que l'on voit, tu vois. Peut-être des motos, tu vois.
Et donc en fait, c'est compliqué de parler de ça avec, par exemple, mon père. C'est cool quand j'en parle parce que je lui fais découvrir plein de trucs, mais du coup, on n'arrive pas à avoir une réflexion profonde parce qu'on n'a pas les mêmes références, etc. Et donc, l'entrepreneur aujourd'hui, il a quand même pour la plupart un seul canal qui est LinkedIn, tu vois. Et donc on a toutes les mêmes rêves parce que LinkedIn, et donc dès qu'il y a une rêve LinkedIn, on l'a. Donc d'ailleurs aujourd'hui, si tu es entrepreneur et que tu veux faire du business, bah va te faire voir sur LinkedIn, c'est le premier canal. Fais-toi accompagner si t'as besoin, mais vas-y, c'est là où il faut que tu sois présent. Et ben j'ai envie de sortir les gens de la solitude. Comment tu fais ça? Bah, tu les sors de LinkedIn et tu fais du networking. Et donc, je me suis dit, ok, on va faire un test. Je vais créer une communauté et je vais dire, venez les gars, on fait des soirées à Paris. En faisant des soirées à Paris, on va se rencontrer. Je suis à Paris, enfin, je suis en région parisienne, mais je suis souvent à Paris. Je me dis, bon, on va essayer de faire des soirées à Paris. On va y aller. J'ai fait 3 posts qui parlent du Rubénistan. Au début, c'était les soirées B2B. J'ai mis quelques potes dedans. Je dis, ouais, bon, ajouter des potes et tout. Et ça, c'était en juin dernier. Et donc, on est en juin dernier. Je me dis, bah, je vais faire un groupe qui s'appelle les soirées B2B. Je vais inviter des potes. On va faire des soirées B2B. On monte les soirées dans lesquelles on va. Et puis voilà, groupe WhatsApp. Et puis on est 2000 aujourd'hui. J'ai fait 2-3 posts dessus et on pousse toutes les soirées networking. Et alors on était 150, ouais, un peu moins, mais au Big Entrepreneur. On a fait une autre soirée avec plus d'une centaine de personnes dans un petit bar pour voir si ça fonctionnait. Et là, du coup, bah, on s'oriente vers une communauté de mecs qui veulent sortir et beaucoup de nanas aussi. Il y a autant de femmes que d'hommes. Je crois même il y a plus de femmes que d'hommes. Avec mes valeurs que j'ai mis dans la communauté, bienveillance, tu juges personne. Chacun sa vie et juste prendre la valeur, tu vois, et juge pas. Je les oublie tout le temps, putain. Mais moi, je fais de la market. On m'a dit, prends des valeurs, je prends des valeurs et je les oublie. Donc, bienveillance, gratitude. Si jamais on te donne quelque chose, on te met en relation avec la bonne personne, on te donne une formation gratuite, on te fait un mastermind, redonne en échange. C'est con, mais tu m'invites ici. Mais comment je vais te pousser sur LinkedIn? Il n'y a pas de débat, tu vois. Tu m'offres ça, je t'offre ça, tu vois. Mais c'est normal, parce que c'est ce que Michael Aguilar traduit par le crédit social. Ça, en fait, c'est un crédit que tu me fais. Et donc moi, j'ai un crédit négatif. Toi, t'as un crédit positif, et donc tu vas venir le dépenser aussi. C'est pour ça qu'on en parlait en off. Si t'as besoin d'invités, bah du coup, je vais pouvoir te pousser sur des invités. Donc il y a accessibilité. Ça, c'est la 3e valeur. Si quelqu'un vient te voir, réponds-lui. Fais pas le connard. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont peut-être un peu trop hauts, qui ont en fait quitté ce moment de vie dans lequel nous on est, généralement autour de la trentaine, qui sont pas du tout accessibles. Si Xavier Niel, il a le temps de répondre à ses mails, putain, réponds à tes messages LinkedIn, réponds à tes messages WhatsApp. Vas-y, rends-toi accessible. Moi, mon numéro, il est partout. Tu veux m'envoyer un message, tu m'envoies un numéro de TV, tu m'envoies un message sur WhatsApp. Tu peux m'envoyer un message n'importe quand. Est-ce que je te réponds dans la minute? Probablement pas. Mais tu peux m'envoyer un message quand tu veux. Et après, bon, c'est comme tout. Si c'est intéressant, ok. Si c'est pas intéressant, si c'est bien fait, si c'est sympa, si c'est pas sympa, si, tu vois, t'es pas obligé d'être intéressé à chaque fois. Et puis voilà. Du coup, j'ai créé ce groupe qui s'appelait les soirées B2B. Et Juliette Cadeau, que j'embrasse. Bah du coup je propose en fait il y a une soirée où je dis vous aimez bien le nom, et ils disent non, on n'aime pas le nom, c'est nul. Et Juliette, elle propose le Rubénistan qui fait l'unanimité dans le groupe, et du coup je dis bah ok, bah là c'est parti pour le délire mégalo, hein, moi je suis chaud. Et on avait ça le Rubénistan. Et je me souviendrai toujours, ma femme elle me dit mais à qui tu parles? Je sais plus, il était 21h 22h sur le canapé. Et j'ai dit un groupe de soirée, et elle passe la tête, elle voit le Rubénistan, et elle me fait pardon. C'est quoi cette histoire? Pardon. Mais c'est quoi ce délire? Mais c'est quoi cette histoire? Et voilà. Du coup, le Rubénistan est né. Donc le but, c'est de grossir un maximum et de fédérer une communauté d'entrepreneurs qui souhaitent se rencontrer. Et surtout, je pense que pour tout nouvel entrepreneur, c'est la porte d'entrée à l'entrepreneuriat. C'est physique.
venez vous faire du réseau. C'est la première porte. Venez, ça se trouve, vous avez pas aimé. Et moi, franchement, si vous venez et que vous aimez pas, c'est trop bien. Parce qu'après, je vous appelle, je dis pourquoi vous avez pas aimé, on règle, après vous aimez la prochaine fois, tiens. Donc voilà, et on réfléchit à un peu la next step. Donc il y a plein de possibilités, mais pour le moment, j'ai pas envie que ça soit un truc payant. Je trouve que les initiatives sont quand même beaucoup payantes à chaque fois. Et les gens ont raison, mais je recherche pas le gain financier sur ce sujet pour le moment. Okay. Donc la next step, c'est de continuer les vidéos sponsorisées. On m'invite à des événements, je fais mon connard à faire un Shifu pitch, si tu gagnes, t'as le droit de pitcher. Et ça c'est drôle. Et puis surtout, j'anime cette communauté au quotidien. Enfin, j'essaye. J'ai recruté des ministres. Ouais. Parce que c'est un pays, donc il y a des ministres de la modération, et donc ils gèrent aussi l'animation des communautés. Et ben je les embrasse. J'embrasse Elodie, Sarah, Inès, Hervé et Benjamin, qui m'aident à animer ces deux groupes de 1876 personnes. Alors on parle. T'as pas peur que en grossissant justement ça perde un peu entre guillemets en qualité? C'est dur de fédérer un nombre de personnes. Plus les petits, plus c'est facile pour l'animer, de trouver que chacun trouve sa place, etc. Plus c'est grand, moins ça se personnalise. Les gens peuvent se sentir un peu plus noyés dans un énième grand groupe, tu vois. C'est pas forcément évident, et puis c'est dur, hein, au final. Ouais, après je t'apporte pas de valeur. Hein. Ouais. Le but c'est pas d'apporter de la valeur. Le but c'est de faire des teufs entre mecs qui ont les refs et les références et la culture entrepreneuriale française. Le reste, tu peux être de n'importe où. Tu viens à mes events, on parle pas de boulot. Hein. C'est pas le but. Au contraire, c'est de s'amuser, tu vois. Et t'as tout intérêt à connaître un agriculteur que t'inviteras probablement demain sur ton podcast, qui va t'expliquer le business de l'agriculture et de la vente de patates et voir comment c'est rentable que autre chose. Et donc, ouais, peut-être, je sais pas. Moi, il y avait mon anniversaire en août. J'ai eu le droit à une photo du champion du monde de saut en parachutisme. Avec un saut en parachute et un truc plaqué, une affiche bon anniversaire Ruben, tu vois. Sympa. Cool en vrai. Ouais. Ça m'a donné une idée. En fait, oui, j'ai peur de ça, mais c'est pas la question que je me pose. La question que je me pose, c'est comment les fédérer. Et soit t'as une logique hyper mercantile marketing, je crois que ça veut dire ça en vrai. Et tu te dis, bah, je vise quelque chose où je vais faire payer à un moment donné, nan. Ou alors tu te dis, ces gens-là sont des entrepreneurs, point. Pas des entrepreneurs dans la tech, dans le truc, ils sont des entrepreneurs. Et c'est des gens qui ont envie de faire la teuf avec d'autres entrepreneurs. Ils sont ouverts, hyper bienveillants, hyper gentils, je sais pas, hyper cool. Et ils sont pas de l'élite. C'est-à-dire que là, tu vois, je fais quand même un nivellement par le bas. C'est-à-dire que je pars du bas en prenant sur un terme hiérarchique, un jugement d'expérience, de valeur, les plus petits entrepreneurs en masse, qui fait qu'à un moment la masse sera tellement importante qu'elle atteindra un point de bascule qui permettra d'intéresser les grands entrepreneurs en se disant, ah ouais, je vais aller prendre un bain de foule dans ces soirées. La question, c'est comment une personne qui rejoint un groupe WhatsApp de soirées networking sur Paris fait la bascule de je vais à la soirée. Donc les soirées, c'est les assemblées générales du Rubénistan. Parti en couille, hein, je te le dis tout de suite. C'est un délire qui est totalement parti en cacahuète. C'était pas le but. On se marre, on se prend pas au sérieux, il y a pas de règles, il y a pas de, enfin voilà, tu fais pas d'autopromotion, tu spammes pas, tu respectes les gens, mais enfin, des règles très basiques, sinon tu fais ce que tu veux, hein. T'as envie de faire la promotion de ta dernière marque, ta campagne Ulule, ton truc, t'as un canal où tu peux le faire, tu vois. Dès qu'il y a un groupe qui est complet, on crée un autre. Et là, j'essaye de récolter un peu des avis de ce que les gens aimeraient faire sur la suite, et comment engager tous ces gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, il y a beaucoup de gens qui partent. Et je me suis dit, peut-être que ce serait cool, donc à celui qui écoute, à ce moment-là, si toi tu écoutes ce podcast ou tu regardes cette vidéo, on cherche un lieu à Paris central qui pourrait accueillir toutes les semaines des weekly onboarding du Rubénistan, de toutes les personnes qui ont envie de mettre un premier pied, et de commencer à se construire un réseau.
Mais tu sais que la cible, elle est hyper large. Ça va du jeune étudiant qui connaît personne, au mec qui vient d'arriver à Paris, à la nana qui vient de divorcer, au mec qui vient de vendre sa boîte et en fait il se fait un peu chier là parce que voilà, au grand patron qui est voilà, à l'étudiant qui a envie aussi de se faire un réseau. Enfin, c'est large. Ouais. Bah c'est tout le monde en fait. À partir du moment où t'as envie de rencontrer des gens qui sont plus ou moins dans bon, c'est très aussi j'allais dire marketing, non, ma majorité parce que LinkedIn aussi, parce que mon audience, parce que et puis voilà quoi. Et du coup, vu que j'avais kiffé l'organisation de la Founders Night et que à la suite il y a eu une divergence d'objectifs, je me suis dit j'aime trop ça pour laisser ça passer. Et j'ai appelé plusieurs centaines de personnes. J'ai un tableau Excel. Je crois qu'il y a une dizaine de colonnes et presque 1 millier de lignes, tu vois, de points positifs, points négatifs et recommandations des différentes soirées B2B networking qui sont réalisées à Paris. Et on arrive à un point qui est qu'il y a absolument aucun événement qui satisfait à 100% l'unanimité des entrepreneurs, et pourtant il y a une recette. Et ça, c'est absolument incroyable. Et donc je vais essayer de tester ça aussi. Et je me dis que l'Urbanistan, c'est un bon moyen de fédérer une communauté pour leur proposer des expériences absolument incroyables de mise en relation. Mais j'adore moi mettre en relation, j'adore discuter avec de nouvelles personnes, j'adore, c'est mon kiff, tu vois. Là, je t'ai dit que j'allais lancer un truc. J'ai envie de battre le record de la plus grande soirée networking du monde. Okay. Du coup, j'organise un événement en septembre 2024 qui s'appelle le Trust Festival, qui est un événement qui a rassemblé 3000 entrepreneurs au Musée des Arts Forains. Et c'est un événement où il n'y a pas de talk, pas de conférence. T'es entrepreneur, tu viens faire la teuf et tu viens battre ce putain de record. Okay. Donc il y a un mec qui va venir mesurer, enfin compter, ouais, un représentant du Guinness World Records qui va venir compter. Je pense qu'on va se faire fumer sur sur le record genre une semaine après, parce que les gens, ça va réveiller des gens, mais en fait, viens faire la teuf, viens rencontrer du monde dans un cadre informel, viens faire du business. Dans toute bienveillance, viens dans un lieu où pour une fois les gens que tu interpelles, tu sais qui c'est en amont parce que on t'a développé une application de networking qui te permet tout simplement de swiper à gauche ou à droite pour savoir si la personne est intéressante ou pas, et donc de matcher avec elle si c'est réciproque et de pouvoir commencer à discuter avant même l'événement. Donc déjà tu vas venir, tu vas pas connaître personne. Viens dans un événement où même si tu connais personne, il y aura des rues bénévoles. On part en cacahuète, je te dis, Thibaut. Qui sont en fait des responsables du Urbanistan. On les appelle les connecteurs. Leur rôle, c'est d'aller voir des gens qui sont seuls pour les mettre en relation avec d'autres personnes. Donc, je veux que personne soit seul à cet événement. On a également l'autre extrême, tu vois, qui est le gong. Donc, il y a 4 concepts comme ça. Le gong, c'est tout simplement un espèce d'énorme gong qui va retentir toutes les 30 minutes, 45 minutes, et qui va te dire si quelqu'un est en train de te tunneliser, de te parler, t'as l'occasion. Soit tu continues à discuter avec lui, soit il y a le gong et t'en profites pour faire un maximum de réseau dans cette soirée. Tu rentres, il y a un Vespa qui distribue des cartes de visite nominatives, donc tu auras ta petite carte de visite connectée. Okay. Que tu passes derrière un téléphone et en fait automatiquement ça crée un contact et t'as juste à l'enregistrer et du coup t'as le numéro de téléphone et donc ça va échanger assez rapidement. Il y aura il y aura 3 food trucks pour de la bouffe. Il y aura mexicain, poulet burger, végé, afro-asiatique, voilà. Il y aura un peu plus de 25 comédiens animateurs qui vont animer 25 jeux plus 30 espaces partenaires avec 30 jeux supplémentaires. Donc il y aura à peu près 55 espaces de jeux qui vont remplir jusqu'à 20 joueurs en simultané. Il va y avoir bien évidemment de la musique à balle. Voilà, il y aura des partenariats qui sont faits avec des grosses communautés pour que les gens viennent. Bref, ça va être une soirée où tu vas faire du réseau, t'as intérêt à venir. Ouais. C'est là où tu vas faire la teuf, 18h minuit, et après le lendemain tu vas être très frais. L'accès, il sera très très simple. On sera à 10 € l'entrée.
pour les 500 premiers inscrits et 20 € pour la suite. C'est financé plus par des partenariats. C'est tous les partenaires qui financent l'événement. Donc je peux pas les citer aujourd'hui parce que j'ai pas les sous sur mon compte en banque. Mais c'est eux qui financent, ouais. Génial. Donc c'est cool. Puis alors pour cette édition, on fait pas un bénéf monstrueux parce qu'on a énormément de coûts structurels, tu sais. La marque, c'est con, mais l'agence qui t'accompagne, le lieu, il est super cher pour ce que c'est au final. C'est intéressant aussi pour des entrepreneurs de savoir l'envers du décor, tu vois. C'est pour ça que je voulais un peu genre construire le truc from scratch et le montrer. Donc j'ai filmé un peu pas mal de l'organisation que je diffuserai après sur mon compte. Mais il y a plein de trucs, tu vois. Tu te dis pas, il me faut une commission de sécurité, tu vois, pour mon événement. Les commissions de sécurité, c'est des mecs que tu payes pour qu'ils viennent avant que l'événement commence te dire ok, c'est bon, l'événement il peut commencer, tu vois. Ou est-ce que tu chopes des barrières en métal que tu vois partout dans la rue? Bah faut que tu déposes un dossier à la mairie pour qu'ils te déposent des barrières en métal, tu vois. Mais des trucs l'électricité. Tu crois que c'est quoi des prises que tu des rallonges, mais c'est dément. Donc j'ai recruté 2 chefs de projet, une boîte qui s'appelle Agency. Qui est donc Aurélie Mazère et Justine. Je connais pas ton nom de famille, Justine. Si, je l'ai oublié. Reynaud, je crois. Non, je sais plus. Et donc c'est elle qui gère l'organisation. Mais je trouve, ça fait 3 mois qu'on bosse dessus. C'est passionnant, genre vraiment, c'est passionnant. Et ça a jamais été fait en fait. Okay. Aujourd'hui, les solutions, t'as quoi? T'as la Founders Night, mais c'est des très petits comités. T'es à 400 personnes, quoi. Ou des énormes trucs genre Go Entrepreneur. Ou Big, mais qui sont pas faits pour ça. Tu viens écouter des conférences, prendre de la valeur, etc. Tu viens pas rencontrer du monde. Alors, tu rencontres du monde, mais c'est pas, enfin, c'est, le cadre, il est pas assez informel pour rencontrer du monde. Où il y a trop de monde, style Vivatech, ou c'est... Mais trop de monde, je pense pas que ce soit un problème, moi. Je pense qu'au contraire. Ouais, mais c'est pas fait pour. C'est pas la volonté de... Voilà. C'est-à-dire que t'es là pour écouter des gens. Et donc, c'est un peu une volonté, c'est un peu une volonté de mettre en avant des entrepreneurs, tu vois. Et pas de mettre en avant les entrepreneurs. Viens, on fait la teuf. Pourquoi tu me prends la Défense Arena ou Bercy Arena et tu me fais des conférences? Vas-y. Je veux un parc de jeux. Je veux faire du hammam, du sauna et de la piscine. Je veux faire du tir. Je veux une fête foraine, en fait. Tu sais quoi? L'objectif, dans 5 ans, c'est de louer Disneyland Paris Studio et de faire un truc à 80 000 personnes. Et ça, si on y arrive, mais mon gars, c'est incroyable. Et c'est ça que je veux faire. Viens t'amuser. Et tu sais que dans l'espace où t'es, peu importe à qui tu parles, t'as 9,5 chances sur 10 que la personne soit entrepreneur. Parce que le reste, il y a aussi des étudiants, salariés, tu vois, qui vont venir et qui acceptent de te parler. Et les gens vont pas te vendre des trucs, et les gens sont hyper gentils, et les gens vont être ok pour te parler, et tu vas pouvoir connecter. Et je pense que on a trop baigné dans LinkedIn et dans la vie virtuelle, et qu'il est temps de passer le step de allez, venez, on sort. Venez, on se rencontre vraiment. Venez, genre, on rencontre les gens derrière les posts LinkedIn dont on s'imagine 1000 trucs, mais en fait, on sait rien de ces gens. Et voilà. Ok. Si tu devais recommencer aujourd'hui from scratch, ce que tu aurais aimé savoir, notamment finalement ton activité sur LinkedIn, tu vois, ce que tu recommanderais finalement aujourd'hui avec un peu une casquette de mentorat, ce que tu aurais aimé savoir. Sécuriser mes revenus. Avec quelque chose qui me fait manger au quotidien, à forte valeur, ou du moins juste ce qu'il faut. Donc un revenu de 2000, 3000 euros par mois, ça suffit très bien quand t'es à Paris pour démarrer. Avoir un projet très long terme, par exemple un événement comme ça, se dire ok, je vais faire un truc qui met 1 an à se préparer et qui a une date butoir. Ça peut être aussi une formation, hein, ça peut être un bootcamp, ça peut être bon, mais qui fait du gros cash d'un coup, tu vois. Donc tu sais que tu gagnes 2000 euros par mois, mais tu sais qu'une fois dans l'année tu fais 100 000 en fait. Créer une communauté, oublier l'audience. C'est-à-dire continuer à créer du contenu sur LinkedIn, mais à mort, mais vraiment tous les jours, avec un système établi, et je sors pas de mon cadre, tu vois. Et ta communauté, ça c'est l'audience. Et la communauté, je la catalyse sur un canal genre WhatsApp. À l'époque c'était pas WhatsApp, mais Slack, Discord, peu importe.
je la mets sur un sujet en particulier qui est pas un sujet qui va me servir à faire de l'argent, mais qui est un sujet qui va me servir juste à avoir de la puissance au niveau de mon audience. Je te prends un exemple. Aujourd'hui, il y a les chaînes WhatsApp. Est-ce que tu as créé ta chaîne WhatsApp? Non. Est-ce que tu sais c'est quoi le taux d'ouverture d'un message WhatsApp? Non. 98%. Okay. Donc, tu peux dire ce que tu veux sur la newsletter. Je connais personne qui a un taux d'ouverture de plus de 50% où les mecs ils cliquent avec un taux de clic à quasiment autant. Ça existe pas. Sauf tes relances de facture. Ça, il y a un beau taux de réouverture. Mais d'ailleurs, pas beaucoup de clics. Hein. Et en fait... Bizarrement. Bizarrement. En gros, une fois que j'aurai créé cette chaîne, ce qui est important pour moi, c'est de la consolider pour sortir le plus rapidement possible de la dépendance de l'algorithme de LinkedIn. Et ça, je l'ai sous-estimé. Mais je le savais. Je savais juste pas comment faire. Et j'avais pas eu de conseils parce que personne savait comment faire. Enfin, personne le faisait en tout cas. Mais tu vois, j'ai dû faire quoi en 5 ans? Peut-être 100 millions de vues. Non, 100 millions de vues, je pense. T'imagines, c'est même pas 0,1% que j'avais catalysé dans un groupe WhatsApp. Enfin, t'imagines la puissance que t'as. Ou sur une chaîne WhatsApp. Mais moi... Après, faut que les gens trouvent un intérêt à rester dans le flux. Bah, ton contenu. Ouais. En fait, si t'as ton système éprouvé sur ton sujet sur lequel tu transpires, bah, ton contenu, c'est toujours intéressant. Par exemple, moi, j'aurais présenté des entrepreneurs. J'aurais fait que des portraits tous les jours d'entrepreneurs. Parce que c'est hyper inspirant, en fait, de faire des interviews, de publier... Donc, tu fais du contenu exclusif pour ton canal? Et tu fais du contenu qui est sur LinkedIn, qui ramène les gens vers une communauté ou une chaîne WhatsApp, qui elle-même renvoie, du coup, vers ton contenu, qui consolide, et ensuite, tu proposes une expérience à cette chaîne-là. Parce que cette chaîne-là, elle va te permettre à la fois d'alimenter ton compte LinkedIn, qui va te permettre d'avoir encore plus de personnes sur la chaîne. Donc, en fait, c'est un cercle vertueux. T'investis un pour récupérer 2 et à l'infini. C'est un peu comme l'arnaque au carbone, tu vois. Tu mettais 1 euro, bah, tu pouvais récupérer, je sais pas combien en TVA. Bah, c'est un peu de la TVA, en fait, de communauté. Et ensuite, pas ouf, la ref. Il y a mieux. Et en fait, sur cette base de communauté, tu vas proposer une expérience. J'irai pas sur du payant, sur cette expérience, tu vois. J'irai, par exemple, je m'appelle Thibaut Fourcade. Il y a un lien avec Fourcade ou pas? Martin? Non. Ok. Moi, je te conseille de dire oui. Ou, c'est pas. C'est mon cousin. C'est mon frère. J'essaie de le recevoir, mais il travaille avec. Il est demandé. Bah, tu fais un événement où il est invité, tu dis que t'es son frère, et puis tu montes ta carte d'identité, et puis voilà. Ouais. Bah, j'ai reçu Vincent Defrane, qui est aussi champion olympique de biathlon et qui était porte-drapeau en 2010 aux Jeux Olympiques de Turin. Et donc j'essaie avec lui de recevoir Martin, mais c'est pas évident. Ouais, c'est dur. Hein. En plus, attention, hein, le sport, ouah, c'est une toute petite famille. Ouais. J'ai voulu approcher Teddy Riner, donc j'ai réussi à avoir son conseiller, son truc et tout. Mais c'est tout petit. Ouais. Mais c'est quasiment une... Enfin, tu rentres pas. Tout le monde se connaît. Ouais. C'est tout le monde dans tous les... Enfin, je trouve ça dément. Bref. Et le judo, c'est encore pire. Donc, j'ai ce contenu en audience qui vient alimenter cette chaîne qui vient être alimentée par à la fois du contenu et à la fois des expériences physiques. Et donc en réalité, ce que je suis en train de te dire, c'est que le Rubinistan, je l'aurais fait beaucoup plus tôt. Ouais. J'aurais fait des soirées networking en fait tous les jeudis avec mes weekly, avec mon groupe, et aujourd'hui le groupe, on serait peut-être plusieurs dizaines de milliers. Et en fait, à partir de là, bah t'as un projet. C'est que ta communauté, tu peux commencer à gagner de l'argent avec, mais sur des trucs basiques et qui viennent pas dénaturer ça. C'est juste tu commences à avoir tellement d'influence qu'on va te dire bah Ruben, si tu pousses un peu cet événement, bah je te donne de l'argent. Bah ok, viens big, je te remplis 10 000 personnes. Je pense que j'aurais eu la puissance de pouvoir faire ça si j'avais commencé il y a 5 ans. Sûr. Et donc big qui me dit
on rassemble, alors c'est plusieurs centaines de milliers, mais viens, si un événement me dit bah t'arrives à ramener 20% des personnes présentes, bah ok, tu fais combien de bénéfices sur le truc, ok, je te ramène ça, et en fait t'as un business qui est déjà fou. Donc j'irai plus dans les événements, j'irai plus sur la traduction d'audience en communauté et de la traduction de communauté en expérience réelle, physique, et en fait de ça je serais sorti aussi beaucoup plus tôt. J'irais dans tous des événements, j'aurais pas eu honte. Je serais allé dans plein d'événements parce qu'en fait, il suffit que pendant un mois, tu te dis, je fais 2 soirées par semaine. Je peux te dire que le mois d'après, la première soirée que tu fais, tu connais quelqu'un. Tu l'as vu dans un des événements. C'est les mêmes. On est les mêmes. Partout. Mais dans tous les domaines, hein. Tu fais des soirées RP, t'as toute la presse. Tu fais des soirées dans le foot, t'as toujours les mêmes personnes. En fait, dans chaque écosystème, c'est toujours les mêmes personnes, tu vois. Voilà. C'est principalement ce que j'aurais fait, différemment. Et j'aurais peut-être développé cette application. Que je développe pour le festival un peu plus tôt aussi. Parce que je me rends compte que Shaper a pas réussi. Je sais pas pourquoi ils ont pas réussi d'ailleurs. Ce serait intéressant d'appeler le fondateur. Mais je crois qu'il y a un manque dans le networking. Et moi, ce que je kifferais, c'est vraiment une application qui me permette de rencontrer les personnes à un événement avant que j'y aille. Comme ça, je suis sûr d'y aller. Parce que j'ai rencontré des gens avant. Et même après. Parce qu'il y a des gens que j'ai pas pu voir. Tu vois. Et je sais qui c'est. Je sais ce qu'ils font. Ouais. Et quand je regarde autour de moi, alors je garde la beauté de la découverte parce qu'il y a des gens qui m'ont pas été croisés ou qui m'ont pas accepté ou j'ai oublié sur l'application, mais en même temps je sais identifier des personnes en fonction de ce qu'ils font, etc. Et donc tu brises la glace plus facilement, tu rentres tout de suite dans des discussions, dans des délires ou pas d'ailleurs, et donc ça crée tout de suite de l'interaction au lieu que ce soit un peu tâtonnant. Et je pense que j'irai directement sur l'organisation de festivals ou des choses comme ça. Voilà. Ok. C'était... Ouais, très bien. Je voudrais qu'on revienne sur le fait de sécuriser un revenu. C'est l'enjeu de tout entrepreneur qui se lance. Toi, qu'est-ce que tu leur conseillerais? Est-ce que c'est faire quelque chose de simple qui s'apparente à presque du freelance et ou du freelance tout simplement. C'est déjà pas mal, hein. Ouais. En fait, si tu communiques sur LinkedIn sur un sujet qui t'est propre avec ta personnalité, c'est que il y a quand même de grandes chances que tu aies certaines compétences. Quand je dis sécurité un revenu de 2000 euros, c'est très très peu que 2000 euros, tu vois. Même avec 1000 abonnés, tu peux te sécuriser un revenu de 2000 euros sans faire grand chose. J'irai pas sur des questions de... T'as posé cette question à Éric Larchevêque? Non. T'as posé cette question à qui? Comment T'as pas d'autres réponses de gens qui ont répondu à cette question? Parce que à chaque fois on me dit, tu conseillerais quoi à quelqu'un qui, tu vois? Et en fait, je pense que ça dépend du moment, tu vois. Aujourd'hui, je te dirais un truc simple. Tu m'envoies un message et tu me dis, Ruben, pour 10 balles, je te fais un reel sur la vidéo que t'as fait avec Thibaut. Et je me prends un logiciel de montage genre CapCut Pro à 15 balles par mois et je te montre des reels avec Submagic pour faire les sous-titres. Ah, il y a plein de gens qui le font, mais c'est beaucoup plus cher que ça. Non, mais 10 balles ou 15 balles, tu vois. Bah, je ferai ça. Ou alors, j'irai sur LinkedIn, j'enverrai des messages à plein de gens et je leur dirai est-ce que vous voulez que je vienne chez vous et je vous refasse la photo de profil LinkedIn pour 100 balles, tu vois. Et je prendrai, je sais pas, une petite caméra à 500 € sur le bon coin et un trépied pour faire genre et viens chez toi, je te fais ta photo de profil et je me marie, tu vois. Des petits, un petit business, mais je sais qu'il y a une forte demande et donc j'aurais pas trop de mal à vendre ça en one-to-one. J'irai pas me lancer sur de la formation. La formation en ligne, c'est pas ce qu'on croit, c'est hyper dur, c'est hyper concurrentiel, t'as pas d'audience, tu vois. Et même si tu veux te créer une audience, ça te rapporte pas d'argent avant un petit moment, hein. Je pense que si quelqu'un demain, il doit sécuriser 2000 €, il faut qu'il réfléchisse à quelque chose qui lui prend maximum 2 à 3 jours par semaine, qu'il faut pas qu'il pense à quelque chose qui mette du temps à faire du cash. Je pense qu'il faut penser à quelque chose qui, day one, tu prends du cash. Et qu'il fasse un petit peu d'automatisation de développement commercial un peu basique s'il a pas les compétences pour faire de l'appel téléphonique à froid ou les couilles de le faire. C'est super dur à faire, hein. Il faut vraiment être,
Faut savoir le faire et avoir la motivation. Tu te prends des portes, c'est dur. Mais ouais, voilà, je ferai un petit truc comme ça, un petit business comme ça pour le faire. J'achèterais peut-être un caméscope, j'allais faire des photos sur Insta, tu vois, et je m'entraînerais. Je copierais, tu vois, ChatGPT aujourd'hui, tu peux faire des trucs de fou. J'irais sur Fiverr, je testerais des trucs en mode Fiverr, je sais pas, rédaction d'articles, des trucs un peu basiques. Alors, je sais pas si tu vends vraiment, mais je testerais en fait plein de micro-business jusqu'à trouver un qui me permet de faire suffisamment de cash en peu de temps, en sachant que je me lancerai pas tout de suite dans un projet long terme. C'est vraiment que des business qui, premier jour, ça me fait du cash. Et après, ça c'est quelqu'un qui a pas forcément de compétences, tu vois. Quelqu'un qui a on a tous une compétence en particulier. Je prends un exemple, mais si t'es développeur, tu prends un part-time en SS2I ou en ASN à 1000 € par jour, tu les as, hein, tes 2000 € par mois, tu vois. Si t'étais avant, t'étais pâtissier, tu vois. Bon bah fais des petits événements, tu fais des petites pâtisseries, tu vois, vends des gâteaux. Enfin, c'est con, mais va dans des entreprises et dis-leur, bah je suis traiteur, tu vois. Enfin, et normalement tu dois savoir faire ça si t'as déjà fait, mais ouais, je pense que t'as des opportunités un peu partout. Dès que tu vises pas très haut, t'as beaucoup de choses. Après, le plus compliqué, c'est quand tu vas vouloir taper des, ouais, il me faut 1 million d'euros tout de suite. C'est quoi la première chose que tu fais, tu vois? Légal ou pas légal d'ailleurs. Hein, on a eu ce débat sur le groupe qui a ramené, je sais plus qui a ramené ça et qui a dit, ouais, si demain vous devez faire, je crois 20 000 balles le plus rapidement possible, qu'est-ce que vous faites? Légal ou pas légal? Il y a eu des réponses grave intéressantes. Beaucoup de pas légal. Quand même. Un peu trop. Mais beaucoup de légal. Grave stylé. Mais je pense que sécuriser un revenu, c'est avoir une activité qui te permet de... tu peux même prendre un CDI ou un CDD. Hein. Il y a pas de... Moi, je sais pas, encore une fois... si tu veux prendre une intérim pour faire des distributions de boissons, bah tu prends une intérim pour faire de la distribution de boissons, tu vois. S'il faut distribuer des flyers dans la rue, tu distribues des flyers dans la rue. Enfin, faut sortir aussi du spec, du cadre entrepreneuriat. Ça y est, enfin, t'es obligé de faire que de l'entrepreneuriat systématiquement, tu vois. Tu peux aussi construire un truc bien. Et je pense que si moi aujourd'hui je suis là, c'est parce que quand j'ai commencé LinkedIn, j'étais en train de bosser dans une boîte et pas à l'inverse. Et j'en connais quasiment pas qui ont commencé LinkedIn en indépendant. Même toi, tu me l'as dit en off, t'étais déjà en train de bosser quand t'as commencé. Ouais. Tu vois. Donc peut-être aussi c'est prendre un CDI et commencer à, tu vois, et mettre du temps sur ces sujets. Ce qui est plus problématique, c'est d'englober en fait toutes les personnes à qui on parle, parce que si des gens qui nous entendent ont des enfants par exemple, moi qui le vis aujourd'hui, c'est pas le même quotidien du tout. T'as pas le temps en fait. Et t'as surtout intérêt à ramener de l'argent. Et ça c'est problématique. Voilà. Okay. C'est à peu près tout. Est-ce que tu as connu un échec qui t'a vraiment marqué et sur lequel t'as su capitaliser et qui te permet aujourd'hui, auquel tu te fais pas régulièrement référence, mais tu te dis, ah ouais. Je pense pas qu'il y ait une réponse prédéterminée à... Mais en fait, moi, par rapport à ce que j'ai vécu, je le prends comme un ensemble de règles qui d'ailleurs sont vraiment tout en même temps mélangées, qui au final me disent red flag ou pas. Et je suis incapable de dire et de te lister toutes les règles et toutes les expériences. Ça peut être par exemple, je fais pas d'association. Je m'associe pas. Je m'associe avec toi quand ça fait 1 an qu'on bosse, que toi t'es en auto, moi je suis en auto, qu'on facture le client, qu'on se partage et qu'on a montré qu'on était des personnes de confiance. Quand je fais un contrat, je vais essayer de le faire relire par une personnalité juridique avant de l'envoyer à un client qui va le faire relire par son service juridique et qui va me le corriger de manière à ce que j'ai pas besoin de payer un avocat. Si demain je dois lancer un business, je vais regarder avant tout combien de cash je vais pouvoir emmagasiner rapidement, tu vois, et la taille du marché avant de me lancer dans ce délire-là. Sur ma création de contenu, je vais préférer faire moins mais mieux. Parce que en fait j'ai eu des contenus qui ont totalement floppé sur des grandes masses et en fait tu contrôles plus ton truc. Donc je vais essayer de comprendre, enfin je vais assimiler par exemple aujourd'hui en permanence que il y a 1001 façons de faire une seule chose. Tous les chemins mènent à Rome.
C'est-à-dire qu'il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome. C'est-à-dire que si tu as besoin de déléguer quelque chose, moi avant je faisais pas confiance, j'étais dans le micromanagement. Maintenant j'ai accepté le fait que on peut arriver au même résultat en faisant les choses différemment. Et donc, on n'est pas tous pareils, on travaille pas de la même manière. Je vais énormément, au quotidien, je vais énormément passer de temps à dormir et à prendre du temps pour moi, parce qu'il en va de l'équilibre. C'est pas un sprint, c'est un marathon. Voilà. Bah c'est tout, je crois. Ah ouais, je vais pas essayer de tricher ou de prendre la voie de la facilité. Je vais pas tricher. Je vais pas prendre la voie de la facilité. Je vais pas trouver un raccourci. Les choses prennent du temps. Des gens qui réussissent jeunes, faut pas oublier qu'ils sont pas construits et qu'ils restent jeunes. Et je pense que c'est beaucoup plus facile de te construire quand t'as pas encore eu de millions d'euros dans ton compte en banque, parce que, qu'on soit clair, la réussite, chacun la définit comme il veut. Celle qui est définie dans l'imaginaire collectif, c'est le mec qui se pointe avec un gain financier qui lui permet de ne plus y penser et d'être relativement serein sur les projets qu'il lance et de pouvoir les financer. Je pense que un truc hyper important, je lancerai mon truc à moi. Je dépendrai pas des autres. Je suis plus dans un esprit où les gens se grefferont à mon projet que moi je me greffe à des projets qui sont existants. Ok. Paradoxalement, la Founders Night, je me suis greffé à un projet existant, et au final j'aurais dû faire mon truc, tu vois. Mais t'en es sorti. Ouais. Et en fait, mais comme plein d'autres projets que j'ai voulu lancer, j'écouterai beaucoup plus les gens. Je pense, les gens, ils sont aussi comme ça, hein, mais je pense que je suis un peu têtu sur quelques questions, quelques sujets. Tout à l'heure, il y a un mec qui m'a dit, mais attends, t'es con, le sponsoring, c'est pas comme ça qu'il faut que tu l'organises pour ton événement. T'as un seul pack, c'est pas ça. Et genre, j'ai raccroché, j'ai dit, vas-y, dites la merde, c'est comme ça qu'il faut faire. Non, ce mec-là, en fait, il est responsable partenariat, il a travaillé dans les plus grosses startups responsables de partenariat, c'est lui qui sait. Point. Il n'y a pas de débat, en fait, tu vois. Et tu mets ton ego de côté et t'écoutes, c'est tout. Et in fine, c'est toi qui tranches. Mais en tout cas, c'est comme ça. Je pivoterai tellement plus rapidement. Il y a tellement de fois où... Donc, tu vois, en fait, il n'y a pas un seul enseignement où je me dis, je ferai ça différemment. En fait, chacun des enseignements que j'ai appris, chacune de mes expériences, ça a été un enseignement que j'ai mis dans une espèce de boîte, en me disant, bah voilà, ma boîte, je l'ouvre à chaque fois que je dois lancer un projet. Voilà. Alors, c'est quoi tous les risques auxquels j'ai été confronté, tous les trucs. Et donc, quand je sens pas quelque chose, c'est souvent parce que j'ai pas respecté une des choses que j'ai appris à travers une expérience. Par exemple, si je sens pas quelqu'un par rapport au feeling, autrement dit, on n'a pas assez de points communs, je vais pas essayer de forcer la chose, ou d'y aller par intérêt. Je vais dire, écoute, stop. J'ai pas envie de le faire. Par exemple, si j'ai envie de me rapprocher de quelqu'un, les bromances, c'est cool. C'est des fois tes potes du premier coup, mais je pense qu'une amitié, ça se fait sur le long terme, et que si t'as pas mis en place de rituel, bah c'est impossible qu'une personne soit amie avec toi. Malgré tout, une fois que ces rituels ont été mis en place et que la relation s'est construite, elle peut durer ad vitam aeternam, mais c'est pas parce que tu t'appelles pas pendant 2 semaines que bien sûr. T'es plus ami. Ça répond à ta question? Ouais. Ok. Si tu devais donner un dernier conseil à quelqu'un qui veut se lancer sur LinkedIn aujourd'hui, au regard de ton expérience passée, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Le premier truc à faire, bah ça dépend en fait, ça dépend du postulat de base. Ça dépend parce que ça dépend des ressources que t'as à disposition, etc. Tu vois. Et bon, déjà, c'est d'aller faire un shooting photo. C'est un peu basique, quoi.
de comprendre que ChatGPT c'est ton meilleur ami, pour corriger les posts, les tournures de phrases, l'orthographe, la grammaire, la pensée, d'acheter une formation LinkedIn. Peu importe à qui, je m'en fous, acheter une formation LinkedIn, faut que tu mettes un pied dedans, d'aller aux événements des entrepreneurs sur LinkedIn, rencontrer du monde. Parce que la réalité, c'est que il y a quand même peu d'entrepreneurs qui sont jamais sortis ou qu'on connaît pas en physique, quoi, tu vois. Après, il y en a plein qui y vont jamais, mais en tout cas, il y en a peu qui réussissent vraiment à percer sans qu'on les voit. Cadence à mort. Je crois que le plus gros conseil, c'est un peu ce que j'aurais dû faire, hein, mais ce que je devrais faire maintenant, mais ça prend tellement de temps. C'est comprendre. Donc c'est un seul conseil, mais divisé en 3 parties. Ok. Comprendre que ça va prendre du temps et donc dédier du temps quotidien à l'interaction, les échanges et la création de contenu. Que ce soit des vidéos, des textes, peu importe, hein, on fait ce qu'on veut. Ça, c'est le premier, comprendre ça. Et donc, quand je dis dédier du temps, c'est de se dire, peut-être au début, on a un peu plus de temps, on va passer 2-3 heures à faire du contenu sur le compte, à répondre aux commentaires, à commenter d'autres posts, etc. Ça, si on part du postulat qui sait écrire, qui sait créer du contenu, qui sait suivre, voilà, qu'il a quand même un peu de temps parce qu'il travaille pas non plus 10 heures, voilà. Le deuxième point, c'est de se constituer une équipe non, alors déjà, le deuxième point, c'est de créer un système. Qu'est-ce que j'ai envie de publier le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, avec à chaque fois une typologie de contenu, un format de contenu. Pas improvisé. Pas improvisé. Système. Et tu testes ton système et tu l'éprouves et tu regardes, ce post-là, il marche mieux que celui-là est mieux, celui-là, et tu copies, et tu fais en fonction, mais tu viens avec déjà une feuille de route en disant, voilà, alors lundi, je vais faire un petit conseil de ça, mardi, je vais faire un petit post que j'ai vu sur ça, le mercredi, etc. Ensuite, le troisième, c'est de créer une équipe de maximum 10 personnes, hyper engagées, hyper présentes, hyper investies, dans lesquelles vous allez grandir ensemble. C'est-à-dire que cette aventure de création de contenu, elle ne doit pas se faire seule. Et tu vois, ça, c'est une app que j'ai bien envie de développer. Genre des espèces de classes en fonction de domaine d'activité, etc. Et d'accompagnement qui vont démarrer. Tu vois, des trucs où t'arrives sur un site, tout est gratuit, tu t'en fous. Enfin, c'est vraiment pas, on verra le business model après, mais l'idée, c'est juste, t'as envie de démarrer LinkedIn, viens sur ce site. T'as des groupes qui vont se créer et t'as des launchs, tu vois. Et toi, tu peux initier un launch. Et en fait, le but, c'est que, le 24 février, et t'as des dates, tu vois, du 24 février au 6 septembre, va se dérouler une classe, un launch, de créateurs de contenu qui s'engagent, donc c'est vraiment de la bonne foi, tu vois, qui s'engagent à créer un contenu par jour. Donc, tu mets la fréquence, tu mets le sujet, tu mets le domaine d'activité, parce que moi, j'ai essayé des trucs, hein, quand t'es parmi des mecs de la finance, des mecs de l'immobilier, tu perds tu perds tout, en fait. Tu vois, tu vas interagir avec des contenus que ton audience va pas regarder, donc ils vont te unfollow. Et ensuite, tu démarres ta classe et boum, et c'est parti, et tu recrées, ça crée un groupe WhatsApp, tu vois, et sur chaque groupe WhatsApp, ça démarre, quoi. Voilà, je pense que j'aurais fait ça. Je dédie du temps. Je crée un système. Je me trouve une dizaine de potes, même que je connais pas, tu vois, avec qui je vais échanger, avec qui j'ai un feeling au premier coup. Et une fois que tout ça s'est mis en place, c'est-à-dire que j'ai mes créneaux de 2-3 heures dédiés par jour, que j'ai mon groupe qui est complet grâce au fait que j'ai créé un système avec t'écris sur un papier, le lundi je vais poster ça, mardi, etc. Et je prépare une vingtaine de contenus. Et une fois que les gens sont là, allez, on démarre le 10 septembre, c'est parti, on bombarde. Et je pense que banger. Pas de débat, banger. Voilà. Okay. C'était pas trop flou? Non, très bien. Voilà. Je pense que c'est ça. Je pense qu'on sous-estime un peu le pouvoir du collectif. C'est maître. Sixtine Moulay-Berthaud du Crayon, elle dit souvent, elle a dit cette phrase, tu deviens pas légendaire en étant tout seul. Tu n'es pas légendaire sans être entouré, en fait. C'est impossible. Il y a personne qui devient légendaire seul, tu vois. Et c'est vrai. On se souviendra à moindre échelle. On se souvient pas de toi si t'es tout seul et que tu fais ton truc dans ton coin, tu vois.
Tu pèteras jamais. Faut absolument que tu trouves un buddy, et tu peux me citer n'importe qui, je te donne son buddy. Tu me cites un influenceur LinkedIn, je te dis à quel moment, avec qui elle s'est associée, tu vois. Il ou elle, c'est peu important. Il y a des gens genre Thibault Louis, on pourrait dire ouais, il est seul. Non. Il y a eu Maud au début. Manuel LinkedIn, ils ont créé ensemble. T'as découvert Maud par Thibault Louis, t'as découvert Thibault Louis par Maud. Tu vois. Donc, en fait, l'un dans l'autre, ils ont échangé leur audience. Et donc, si t'échanges pas tes audiences avec d'autres personnes pour renouveler un peu, pour refaire de la découverte, c'est très, très compliqué. Voilà. Ok. C'était clair? Ouais, très clair. Trop bien. Ruben, merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te suivre, te retrouver? Tes différents canaux, LinkedIn, bien évidemment. Le Rubenistan, dis-nous comment rejoindre le Rubenistan? Alors non, le seul canal, c'est Ruben Tayeb sur LinkedIn. Okay. Et si vous voulez rejoindre le groupe du Rubenistan, c'est Rubenistan, Rubenistan, istan.com. Ok. Et vous rejoignez le groupe WhatsApp instantanément. Super. De toute façon, je mettrai tous les liens en description de l'épisode. Trop cool. Et le festival, on communiquera suffisamment pour retrouver le truc dans le Rubenistan. Ok, génial. Bon, écoute, il y a toute une partie que j'aurais souhaité qu'on aborde, mais on a un peu pris par le temps. Ça sera l'occasion de refaire un autre épisode. C'était quelle partie? Un peu plus, aller plus loin sur le from scratch et sur toutes tes bosses secrètes. Ouais. Mais c'est pas un souci, on pourra se refaire ça ensemble avec grand plaisir. Très chaud. Ruben, merci encore. Merci à vous de nous avoir regardé jusqu'au bout. Si vous êtes encore ici, c'est nécessairement que ça vous a plu. Alors, je vous invite à partager l'épisode autour de vous et à vous abonner sur la chaîne si vous êtes sur YouTube ou alors à votre plateforme de podcast préférée si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Salut!